Nos invités ont perdu leurs parents alors qu'ils étaient encore de jeunes enfants. Jour après jour, il leur a fallu apprendre à vivre et à grandir sans eux. Je disais non, c'est pas possible, c'est une blague ou quelque chose comme ça. Et après, on commence à comprendre que c'est vraiment vrai et qu'on ne va pas les revoir. David avait 6 ans lorsqu'il comprend qu'il ne reverra jamais son père et sa mère. On nous dit que nos parents ont eu un accident de voiture et qu'ils sont partis au ciel. Je pleure, il y a une immense peur, je n'arrive pas à me dire qu'ils sont morts. Je me dis, en fait, ils sont partis, ils m'ont abandonné. Toute sa vie, David refuse de s'attacher aux autres. Pourtant, il va se marier et devenir père d'une petite fille. Un moment de joie, mais les démons du passé vont le rattraper. Je commençais à avoir peur pour moi et de me dire, ah bah ça y est, moi aussi ça va être mon tour du coup, parce que je commençais à dépasser l'âge de mes parents. Et j'étais sûr que j'étais malade et que j'allais mourir. Colin a 13 ans lorsqu'il devient orphelin. Avec ses frères et sœurs, il est alors recueilli par son oncle et sa tante. La fratrie découvre une nouvelle famille. Ça bougeait pas mal à la maison et de penser à autre chose, ça faisait du bien. On peut pas vraiment accepter, mais on doit vivre avec. Isabelle, la tante de Colin, n'aura qu'un seul objectif, que ses neveux et nièces reprennent goût à la vie. On leur a toujours dit, on sera toujours là pour continuer ce que vos parents ont commencé. Votre éducation, vous aimer, vous protéger. Mais on ne veut pas voler la place de leurs parents dans leur cœur. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Comment grandir et trouver sa place dans le monde lorsqu'on est orphelin? Comment les adultes qui les accueillent font-ils pour les élever comme leurs enfants, sans jamais être leurs parents? Aujourd'hui, des témoignages bouleversants, mais aussi plein d'optimisme que j'avais envie de partager avec vous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. David, des téléspectateurs vous connaissent, téléspectateurs de France 2. Je présente l'émission du Jour du Seigneur le dimanche matin. Le dimanche, mais aujourd'hui c'est particulier parce que vous venez parler de quelque chose de personnel, d'intime. Tout à fait. Donc vous avez vécu cette expérience, vous aviez 6 ans. C'est ça, j'avais 6 ans quand mes parents sont morts dans un accident de voiture. Et on va raconter évidemment tout ça, mais comme ça, les premières images qui vous viennent, quelles ont été les étapes compliquées finalement? Est-ce que c'est dans la petite enfance ou c'est plus tard? Dans la petite enfance, ça a été dur parce que j'étais dans le silence, donc vraiment à pas parler. Et puis après, l'adolescence, ça a été compliqué. Et puis après, quand je suis devenu père, ça a été aussi une étape pas simple. Colin, vous venez de fêter vos 18 ans. Oui. Et vous dites ça avec une grande fierté. Oui. Oui. Et c'était il y a 5 ans. Oui. Donc vous aviez à peine 13 ans. Ouais. Vous avez perdu vos parents dans un accident d'avion. Oui, c'est ça. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Déjà, c'est le fait de pouvoir expliquer que si on perd un membre cher, qu'on peut continuer à vivre sans eux et que aussi pour l'association Porte-Bonheur, leur montrer qu'on peut venir s'expliquer à la télé. À côté de vous, Isabelle. Oui, c'est ma tante. Voilà. Alors, Isabelle, vous avez élevé 7 enfants. C'est ça. On est encore en train de les élever. Hein. Oui, tout à fait. Entre 6 et 20 ans. Donc, il y avait les vôtres. Alors, j'en ai 3 avec mon mari. Mon mari a une fille d'un précédent mariage et nos 3 neveux et nièces. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de la manière dont on prend la décision après le drame? La manière dont ça s'est passé, c'est très intéressant parce que vous ne vous êtes pas parlé avec... Voilà, on ne s'est pas parlé avec mon mari, en fait. Quand on a vu l'étendue du drame, on est allé les chercher et le lendemain, il me dit je vais te choquer, mais ces enfants partiront pas de là. Et moi-même, je lui ai dit je vais te choquer aussi, mais j'ai pas l'intention de les laisser partir. Voilà. C'est quelque chose de naturel et une évidence. Oui. Florence, vous êtes psychologue, donc je compte sur vous pour effectivement nous rappeler, nous donner un peu la portée de ce qu'on va entendre, décrypter un peu ces comportements humains et voir comment les choses se jouent, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans l'urgence, certaines qu'on trouve formidables, d'autres qu'on regrette. Comment parler de ça à ses propres enfants, comment en parler autour de soi, et donc merci d'être là. David, est-ce que vous pouvez nous parler de la vie d'avant, donc avant l'âge de 6 ans, les souvenirs que vous en avez? Vous grandissez où? Dans quel genre de famille? Alors, je grandis à Paris, enfin à Saint-Germain-en-Laye exactement, dans une famille plutôt avec des parents plutôt cool, très cool. Vous dire quoi? Baba cool? Ouais, entre deux, ce qu'on dirait bobo aujourd'hui de l'époque, dans les années 80. Avec très peu de contraintes, donc très peu de règles. Je pouvais manger un peu ce que je voulais. Pas le souvenir non plus de me faire disputer. Une ambiance très, très cool. Voilà.
Ça, c'est quand vous dites cool, c'est ce qu'on vous a raconté de vos parents ou c'est le souvenir que vous en C'est le avez? souvenir que j'ai. Ouais. Alors c'est important évidemment parce que vous allez peut-être connaître autre chose après. C'est ça. Donc c'est en juin 85 que votre vie bascule d'une certaine Voilà. manière. Ouais. Donc c'est un soir. Mes parents sortaient beaucoup. Enfin, j'ai souvenir aussi, on était toujours regardés par des babysitters avec ma sœur ou des babysitteuses. Donc là, vous avez 6 ans. Déjà, j'ai 6 ans. Ma sœur a 8 ans et demi, 9 ans. Et donc, mes parents ne rentrent pas un soir, alors qu'on est gardés par un babysitter. Et en fait, ils sont tués en voiture en rentrant. Mais de votre point de vue d'enfant, Là, à l'époque, je ne sais pas qu'ils sont morts. parce que vous vous réveillez Je me réveille le matin et il y a pas les parents et il y a ce babysitter, c'est pas normal. Et là, je vois un coup de fil au babysitter qui devient un peu blême. Je me dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui est pas très clair. Et après, je passe la journée chez des copains de classe. Le soir, mes parents ne viennent toujours pas me chercher. Là, on vous a toujours rien dit. Et là, on ne nous a toujours rien dit. Voilà. Et à ce moment-là, on nous dit que, dans mon souvenir en tout cas, on nous dit que nos parents ont eu un accident de voiture et qu'ils sont à l'hôpital. Voilà. Mais j'en sais pas plus. Mhm. À quel moment vous allez le savoir et qui va vous le dire? Je vais le savoir en fait plusieurs jours après, en fait après l'enterrement. Et on le saura en fait par mon oncle et ma tante qui vont nous accueillir chez eux, par mon grand-père, enfin par nos grands-parents. En fait, tout le monde s'est réuni dans la maison familiale de mes grands-parents pour nous annoncer la nouvelle. Vous vous rappelez, j'allais dire, votre sensation d'enfant quand vous voyez cette famille se réunir? Parce qu'encore une fois, on verra ce qui s'est passé dans votre tête, parce que tout ça est forcément confus. Alors, les adultes, à 6 ans, ils mettent pas les mots. on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas quoi, donc on devine qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, qui est grave. Mais comme les choses ne sont pas dites, on ne sait pas. Et on sent qu'il y a quelque chose qui monte. Je me souviens, il y avait une espèce de pression qui monte. On disait, on va vous parler de vos parents. J'étais, oh là là, je ne veux pas savoir, je veux pas. Enfin, je sentais quelque chose. Et on va voir les mots Très qu'ils dur. utilisent, mais juste avant ce moment-là, pour la question de l'intuition, finalement, c'est que pour vous, ils sont à l'hôpital. Pour moi, ils sont à l'hôpital. Ouais. Ça, j'y crois. Et là, je me souviens, c'est mon grand-père, dans mon souvenir, qui prend la parole. Et il dit pas, moi, je l'entends pas dire ils sont morts, je l'entends dire ils sont partis au ciel. Voilà. C'était une famille croyante, donc ils utilisent cette expression. En tout cas, c'est l'expression que je retiens. On verra que ça aura des conséquences plus Et tard. ça a eu des conséquences importantes. Mais au moment où vous l'entendez, vous avez la sensation que vous vous rappelez de ce que vous ressentez. Ouais, là, Vous il comprenez y a une immense peur, je pleure, il y a une immense peur, parce que je comprends qu'ils sont morts, même si à 6 ans, on sait ce que c'est, mais je pense qu'on est un peu à la frontière, on sait ce que c'est sans vraiment savoir, mais je comprends que je ne les reverrai plus, ou pas comme j'imagine. Et là, ouais, j'ai très peur, je pleure. Mhm. Et dans votre construction d'enfant, ils sont dans un monde à part, ils sont... Alors je crois qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, dans ma tête, ils n'étaient pas complètement morts. Je pouvais pas me dire, c'était trop dur de me dire qu'ils étaient morts, donc ils étaient partis au ciel, donc ils n'étaient pas vraiment morts, quoi. Donc je me disais, tiens, ils sont quelque part ailleurs, mais je suis pas certain qu'ils soient complètement morts. Ils sont peut-être partis, ils m'ont peut-être abandonné. Mais je crois que j'avais pas réalisé effectivement qu'ils étaient morts. Parce que la pensée de l'abandon, là aussi, elle est lourde de conséquences. Ah bah là, il y a d'autres conséquences. Moi, je pense que je suis abandonné en fait à ce moment-là. Comme je n'arrive pas à me dire qu'ils sont morts, je me dis, en fait, ils sont partis, ils m'ont abandonné. Et là, on se dit, pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et je me suis dit, j'ai dû faire une faute, j'ai dû faire une bêtise. Et donc, c'est de ma faute. Donc, j'ai grandi avec une espèce de sentiment de culpabilité un peu permanent, sans trop savoir pourquoi. Moi, je pensais que c'était normal, qu'on avait tous de la culpabilité. Et en fait, j'ai porté... C'est répandu, hein? Ah oui, c'est répandu. C'est répandu. J'ai cru comprendre par la suite. Mais sur le moment, vraiment, j'ai vécu avec ce sentiment de culpabilité d'une manière plus ou moins intense dans ma vie. Et donc, concrètement, vous habitiez avec vos parents à Paris. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Là, on déménage, on quitte l'appartement parisien, de Saint-Germain-en-Laye, du jour au lendemain, avec quelques affaires sous le bras. Et on arrive à Lyon, chez mon oncle et ma tante, qui nous accueillent chez eux. Donc, un peu ce que vous avez fait avec vos neveux et nièces. Sauf que là, on verra si vous étiez proches. Dans ce cas-là, est-ce que vous les connaissiez? Alors, je connaissais de loin, on les voyait pour des fêtes de famille. Moi, je sais qu'à l'époque, je me souviens, je me disais toujours, qu'est-ce qu'ils sont sévères avec leurs enfants. Avant. Donc, je les connais pas plus que ça. Et puis, ils nous accueillent, bras ouverts avec leurs enfants. Et ils ont toujours 3 enfants. Donc, c'était une famille à 5, on passe une famille à 7.
Donc là, c'est très pratique comme situation. Il faut changer de ville, il faut changer d'école. Il y a une césure quand même, c'est qu'après l'annonce de la mort des parents, moi je me souviens de plus rien. Pendant, je pense, un mois et demi, jusqu'à un départ en vacances avec mon oncle et ma tante, comme si tout était remis en place avec une nouvelle vie. Il y a comme une espèce de, pas une nouvelle naissance, mais une nouvelle vie qui, l'autre n'existe plus et je me souviens de m'adapter très vite en fait, et que c'est comme ça en fait. Et alors, un détail qui évidemment n'en est pas un, c'est qu'à ce moment-là, les adultes qui sont là décident que les enfants n'assisteront pas aux funérailles. Alors voilà, ça c'est le truc, c'est que nous on a appris en fait que les parents étaient morts, ils nous ont annoncé que les parents étaient morts après les funérailles, une fois qu'ils étaient enterrés. Donc en fait, j'ai pensé pendant plusieurs jours que les parents étaient à l'hôpital, en fait ils étaient morts depuis le départ, quoi. Et on n'a pas vu, on n'a pas assisté aux funérailles. Et ça, c'est quelque chose qui, je comprendrai par la suite, qui m'a beaucoup manqué. Oui, c'est-à-dire que, non, je me retourne vers Florence. Donc, c'est pas la première fois qu'on entend une situation comme celle-là. C'est-à-dire que le réflexe des parents à ce moment-là, à cette époque-là, des parents, et le réflexe de tous les adultes qui sont là, c'est, j'imagine, de protéger les enfants. Ça va être trop dur pour eux. Et on verra quel genre de conséquences ça a eu. Mais votre première remarque sur ça, sur ce début de récit? Ce qu'on ressent effectivement, c'est que déjà de la part des adultes, c'est tellement dur à dire qu'ils vous le cachent. Et du coup, vous, dans votre ressenti d'enfant, ça n'existe pas vraiment non plus. Même si vous dites à 6 ans, je ne sais pas si on ressent la mort, vous ressentez qu'il y a quelque chose, mais c'est flou parce que rien que l'idée d'y penser, ce serait déjà ne pas être en loyauté avec les adultes qui sont là. Et comme on voit déjà qu'à un niveau supérieur, le deuil n'est pas complètement accepté, en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir comme ça. Parce que même dans la manière dont vous le dites, on sent que c'est un peu flou. On ne sait pas trop à quel moment ils sont morts finalement. Dans votre corps, on sent que c'est flou. Donc forcément, ça joue sur les représentations. Vous dites au ciel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je sens qu'il y a une angoisse, mais je ne sais pas trop poser de mots, puisque les mots n'ont pas été posés non plus par les adultes avant. Et s'ils avaient été posés, donc à ce moment-là, David avait 6 ans. Pour un enfant de 6 ans, ça veut dire quoi la mort? C'est pas une question d'âge. Quand on perd ses parents, même bébé, on le ressent. C'est pas une question mentale, c'est une question de sensation, de cœur. Il n'y a pas d'âge par rapport à ça. Par contre, quand c'est dit, ça permet de traverser quelque chose pour le dépasser. Tant que c'est pas dit, c'est comme si la question de la mort était presque encore en suspens. On le sait dans la tête, évidemment, mais dans le corps, c'est ça aussi qui peut provoquer des angoisses, c'est qu'il y a quand même un doute. Comme si le temps du corps n'était pas celui de la tête. Et du coup, ça fait un décalage en permanence parce qu'on sait quelque chose avec notre tête, mais notre corps, lui, il n'est pas encore sûr. Donc, il cherche une direction. Ça vous parle? Ouais, complètement, ouais, tout à fait. Ça me parle. C'est ce que j'ai ressenti. Et cette espèce de flou permanent que j'avais en moi, je l'ai traîné longtemps. Mais je crois que les adultes voulaient bien faire en faisant ça. C'est-à-dire que c'est une histoire d'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passerait peut-être différemment. Et je pense qu'ils veulent vraiment bien faire et que c'était presque par amour, en fait, par protection. Mais en effet, ça a des conséquences, derrière, qui ont été, ça a été un flou pendant longtemps. Ouais. Ce qui est important par rapport à cette famille, c'est que si elle n'a pas pu le dire, c'est qu'elle ne pouvait pas le faire. Oui, et c'est en ça que c'est protecteur. C'est que si l'adulte s'effondre, il n'y a plus personne pour s'occuper de l'enfant. Donc même si le mensonge va être douloureux et dur à vivre, vaut mieux ça que l'adulte qui s'effondre et de ne plus protéger l'enfant. Donc même si sur le coup, évidemment, c'est un traumatisme, c'est quand même la meilleure des choses qu'ils aient pu faire pour vous protéger et que vous puissiez grandir aussi. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Colin, vous avez vécu cette tragédie, vous aviez 12 ans. Oui. Vous comprenez quand, à quel moment qu'il s'est passé quelque chose? Moi, le jour de l'accident, on attendait au restaurant mes parents. C'était parti faire un tour dans un petit avion? Oui, dans un petit avion, oui, c'est ça. Et on les attendait, tout ça, et normalement, ils devaient arriver vers 16h ou 16h30. Et ils venaient toujours pas, et c'était 17h. Et moi, d'un coup, j'ai vu 2-3 membres de ma famille avec les yeux un peu rouges, comme s'ils avaient pleuré. Et moi, je comprenais pas trop. Avec mon frère et ma soeur, on était les 3 ensemble. Et moi, au bout d'un moment, je suis parti. Il y avait un petit ruisseau. Je suis allé au bord parce que j'avais besoin d'être tout seul. Et en une fraction de seconde, j'ai ressenti un courant très froid dans le dos, comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et sur le coup, j'ai compris qu'il y a eu un accident. Mais après, je savais pas si mes parents étaient déjà décédés ou encore en vie ou à l'hôpital. Et après, il y a ma tante avec un ami policier, ils sont venus me chercher. On est retourné dans notre village et la police après nous ont annoncé comme quoi ils étaient décédés. C'est le policier qui va Oui, c'est le policier. utiliser des mots. Ouais. Au début, j'étais très en colère et sur le coup, j'ai pas réalisé tout de suite. J'avais compris que j'avais perdu mes parents, mais j'étais tellement en colère que je disais non, c'est pas possible, c'est une blague ou quelque chose comme ça.
Et après, avec 2-3 jours après, on commence à comprendre que c'est vraiment vrai et qu'on ne va pas les revoir. Et après, on a avancé comme on pouvait. Donc Isabelle, c'est un épisode difficile. On va le raconter pour que tout le monde comprenne ce qui a suivi. Vous êtes où le jour de l'accident? On est chez des amis en bas de notre village. Vous êtes en Suisse, c'est ça? Voilà, en Suisse, dans un petit village de Tatro, qui Donc eux s'appelle sont Tatro. partis faire un vol Voilà, pour les 60 ans du grand-papa, en fait. Dans l'avion, ils avaient leurs parents, ils avaient leur grand-papa, le frère de la maman et sa compagne. Et en fait, ils passent une première fois, ils prennent des photos de leur maison, voilà, on les a au téléphone, on rigole. Et ils passent une deuxième fois, et là, je me souviens qu'il y avait énormément de vent, et tout à coup, on les voit extrêmement bas, et l'avion frôle une maison, et on ne le voit plus. À cet instant précis, vous comprenez quelque chose? On espère qu'il ne soit pas tombé, on n'a pas entendu de bruit ni rien, donc on se dit non, allez, c'est bon, il va remonter. Et finalement, on reçoit un téléphone qui dit qu'il y a eu un crash à Tatro, parce qu'en fait, le fils de nos amis chez qui on était faisait partie des pompiers, et c'est les premiers avertis. Et à ce moment-là, on comprend qu'il y a quelque chose. Voilà. Avec mon ami, on court, on était à pieds nus à travers le champ, et on arrive devant l'avion. Et là, on regarde. Excusez-moi. On attend que ça bouge. Et tout à coup, je vois quelqu'un passer en faisant le nom de la tête comme ça. Là, je comprends. On pleure, on hurle et on pense à eux. Du coup, ce qui prédomine à ce moment-là, c'est l'instinct de protection des enfants. Oui. Et là, notre fils, Mathis, nous dit Maman, tu les laisses pas partir. On est parti avec mon ami chez qui on était, mon autre belle-sœur. On devait chacune avoir un enfant, en fait, avec nous. Et puis, ensuite, on est parti avec un ami policier pour pouvoir, justement, avoir un appui, en fait. Parce qu'on c'était impossible qu'on conduise, voilà. Et donc, les enfants dorment chez vous le premier soir? Oui. C'est ça. On arrive à Tatro, on récupère nos propres enfants. Et là, Colin prend la main de mon mari et lui dit « Tonton, tu nous oublies pas ». Vous vous rappelez de cette phrase, Colin? Moi, non. Non. Et donc, c'est au petit matin, vous avez un petit peu raconté la scène, que vous avez réfléchi chacun de votre côté. Donc, moins de 24 heures après les faits. Voilà, moins de 20... Si vous voulez, le premier soir, on a démonté notre salon, on avait tous ces enfants, on avait 12 ou 13 qui étaient à même le sol, sur des matelas et tout. On avait organisé ça, ils avaient des amis à eux qui étaient là pour les soutenir. Et au milieu de la nuit, je m'étais pas effondrée jusque-là, en fait. J'avais pas eu le temps. Et je crois qu'au milieu de la nuit, quand je me suis relevée pour aller les voir, là, j'ai pris conscience du drame. Et puis, j'ai dit, on ne pourra jamais les laisser partir. Et là, vous en parlez aux enfants tout de suite? Oui, je crois que très vite, parce que finalement, on en a parlé. Il y a la phrase de Colin qui dit « Ne nous abandonne pas, ne nous oublie pas ». Et puis, il y a votre décision personnelle. Donc, en fait, tout se passe presque dans l'urgence, mais très naturellement. Très naturellement. Il faut savoir qu'on était très très proches avec leurs parents aussi. C'est le frère de mon mari, mais hormis ça, on était très amis, on était tous les week-ends ensemble. Enfin, je veux dire, voilà, c'était vraiment plus qu'un beau-frère. Pas que de la famille, c'était aussi, aussi des amis. Vous n'habitiez pas loin. À 50 mètres, oui. Voilà, donc c'est vraiment pas loin. Non. Et il va y avoir une solidarité de tout le village, vous disiez. Oui. Il va vous aider, j'ai envie de dire, à vous occuper des enfants, parce que 7 enfants au petit-déj. Oui, c'est ça. 14 tartines. C'est ça. Donc là, il y a une dame qui s'appelle Mamie Tartine. Madame Tartine. Madame Tartine. L'amie chez qui on était, oui, en effet. Ça nous a vraiment soudés. On a eu une amitié merveilleuse. Et qu'est-ce qui vous apporte, les gens? À quel point ils sont conscients de vos besoins? Ils ont été selon leur instinct. Je crois qu'en fait, c'est vraiment ça. On avait le petit déjeuner derrière la porte, on avait du lait, de la lessive, mais vous vous rendez pas compte, on a 2 sœurs qui habitent le même village, qui sont aussi nos amies, qui nous ont fait à manger pour 20 personnes à chaque fois, pour
pour qu'on n'ait pas à faire à manger jusqu'à l'enterrement finalement. Et on avait tout le temps du monde, donc c'est vrai que c'était convivial. On avait ces grosses casseroles qui arrivaient, c'était absolument génial. Des copines à nous qui venaient, qui me faisaient la lessive. Voilà, c'était mais plein de choses. Les Là, vous avez le trajets. sourire quand vous en parlez. Oui. Et vous, Colin, on va voir comment vous vivez tout ça de manière intime, mais vous réalisez ce qui se passe autour? Oui, ça bougeait pas mal à la maison hein, après l'accident. Et pourtant, très vite, vous avez envie d'aller à l'école. Ouais, j'avais pas envie de prendre l'habitude de rien faire la semaine et aussi de retrouver les copains, de penser à autre chose, ça faisait du bien et on pouvait avancer. Et alors, justement, quand vous arrivez à l'école, vous savez si autour de vous, les gens sont au courant, pas au courant? Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes obligé de l'annoncer? Est-ce qu'on vient vous en parler? Est-ce que c'est tabou? Dans ma classe, déjà le premier jour quand je suis arrivé, il m'avait fait un petit dossier avec plein de dessins, il m'avait fait aussi un petit peluche. Et la plupart, ils savaient déjà. Après, il y en avait 2-3, ils savaient pas, mais ils venaient pas demander. C'était plutôt les profs qui venaient en parler. Et sinon, avec les copains, c'était peut-être une fois, on en avait parlé, mais après, c'était plus aller jouer à la récré et étudier pendant les cours. Mhm. Et est-ce que vous, Colin, vous vous rappelez des mois, des semaines qui ont suivi? Est-ce qu'il y a des cauchemars, par exemple? Non, les cauchemars, j'ai pas eu. Non. Il traduit pas ça par des cauchemars, mais des crises d'angoisse, oui. De l'angoisse. Comment est-ce qu'on va faire sans eux? Je me souviens d'une phrase de Titouan qui me disait, bon ça c'était un peu plus tard, quelques mois après, qu'il se souvenait pas de la voix de ses parents, par exemple. Et ça le traumatisait. C'est par vagues. Là, la nuit, il bouge maintenant plus, mais les premières nuits, c'est vrai que ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Je dirais que... Voilà. Avec tes frères et sœurs, est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé à un moment donné ou finalement jamais? On en a parlé un petit peu, mais on en parlait plus souvent avec toute la famille, pas que les trois. Mais on parle pas ça tous les jours, on parle peut-être 2-3 fois par année. Et alors vous, Isabelle, la question qui se pose à ce moment-là, quand vous vous retrouvez dans cette situation, à accueillir ces 3 enfants, vos neveux à la maison, au-delà des problèmes pratiques, c'est la place des parents? Toujours parler d'eux, toujours. Pour nous, c'était primordial de bien leur expliquer qu'on ne voulait pas voler la place de leurs parents, parce qu'en fait, c'est quand même ce sentiment des fois qui venait, en tout cas envers mon mari et moi, on ressentait un peu ça. On leur a toujours dit, on n'est pas vos parents, on est des parents de substitution et on sera toujours là pour continuer ce que vos parents ont commencé. Votre éducation, vous aimer, vous protéger. Il y a des règles à respecter et tout. Malgré tout, on ne veut pas voler la place de leurs parents dans leur cœur. Je crois que c'est plutôt ça, en fait, finalement. Mais je ne pourrais plus vivre sans l'un d'entre eux. Donc, de toute façon, je sais que, quelque part, ce sont mes enfants, puis qu'ils ne m'en veulent pas. Et alors, vous allez mettre en place quelque chose de très particulier, c'est que finalement, le soir, avant de dormir, on exprime ses émotions. Oui. C'est-à-dire qu'on prend 5 minutes par enfant, parce qu'on s'est bien rendu compte... Donc 5 minutes par enfant, il y en a 7, je suis nul en calcul. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous s'organisez. Ça leur permettait de pouvoir parler chacun, l'un après l'autre, parce que souvent, ils venaient tous en même temps, et là, c'était pas possible. Donc, on s'est dit, autant leur accorder 5 minutes, où ils peuvent nous dire ce qu'ils ont eu de positif, de négatif dans la journée, s'ils avaient besoin ou envie de remercier quelqu'un, et pourquoi. Alors, on va voir ce qu'effectivement Florence en pense, mais d'où vous vient cet incroyable réflexe? Je sais pas, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui. Florence a fait des études de psychologie, ça on sait qu'effectivement s'endormir en pensant aux émotions qu'on a traversées, même dans une journée négative, il y a, quand on cherche finalement un truc positif, donc s'endormir là-dessus c'est plutôt pas mal. Et le fait d'être dans la gratitude. Peut-être en parlant avec mes amis qui on trouvait pas de solution, les petits n'écrivaient pas encore, donc c'est vrai que d'écrire ses émotions c'est aussi bien. Mais finalement, je pense que oui, en parlant avec des amis, les petits conseils, puis on se dit ben voilà, la solution ça va être ça. Alors il y a plein de parents qui nous regardent et qui se disent tiens, je pourrais faire ça même sans avoir vécu cette tragédie. Vous, Colin, vous êtes là pour témoigner. Ces 5 minutes là, elles sont précieuses? Oui, dépendait des soirs. S'il y avait des soirs où on n'allait pas, oui, ça faisait du bien quand même. Et quand on est adolescent, on se révolte des fois. Les règles, on ne les accepte pas. Donc ça, c'est les règles voilà, des parents de substitution, pour reprendre la formule d'Isabelle. Qu'est-ce qu'on dit parce que les enfants qui se révoltent contre leurs parents, il y a des phrases clichés. Et là, vous vous révoltez contre les parents de substitution, vous dites quoi? Des fois, je répondais un peu mal, j'étais un peu agressif dans mes paroles. Je respectais pas
tout le temps les règles, mais ça m'avait souvent, c'était comme je parlais mal, j'étais souvent triste, et j'étais en colère, et après, après d'avoir fini de répondre mal, je pleurais un moment, et après ça allait mieux, et je m'excusais. Mhm. Et par rapport aux frères et sœurs, à un moment donné, Colin, il s'est pris pour le chef de famille. En fait, il l'a pas fait exprès, je pense. C'était vraiment protéger son frère et sa sœur. Et en fait, il voulait prendre un peu... Il les dirigeait à notre place, voilà. Et c'était un peu compliqué de retrouver tous sa place, en fait. Et puis lui, on lui a expliqué qu'il n'avait pas à prendre ce rôle-là, finalement. Alors écoutez, Florence, dans un sens, sur cette manière, vous avez géré cette situation si complexe. Et pour le coup, David, vous avez vécu une situation un peu similaire. Et donc, c'est une Très autre différente famille. aussi. Voilà, une autre famille, une autre époque, et vous aviez un autre âge. Est-ce que c'est un sujet, ou est-ce que c'est un sujet tabou finalement? Oui, complètement. C'était un sujet tabou. C'est pour ça que je suis fasciné par ce que vous racontez. Notamment ce temps, en effet, pour exprimer les émotions avant le coucher. Enfin, c'est juste génial. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Même si à l'époque j'étais petit, je voulais pas en parler parce que ça, je pense que je me serais peut-être effondré ou ça me faisait trop peur, c'était trop violent. Mais en revanche, cet espace de dialogue où il n'y a pas de tabou, où toi, Colin, tu racontes que tu pleures, après tu reviens. Moi, c'était toujours des drames, enfin, c'était toujours compliqué d'en parler. C'est-à-dire le fait de se retenir. On en parlait quand on se lâche, c'est ça? Voilà, quand on se lâche, là, il y a du, voilà, vous lâchez les émotions et c'est, je trouve ça génial. Donc du coup, c'est fluide, moi, je trouve ça super. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous revenez à l'école, donc vous avez 6 ans, quel souvenir vous avez de la manière dont les adultes, je sais pas, l'expliquent aux enfants? Alors, il y a eu, c'était compliqué parce que c'était une nouvelle école, donc je connaissais personne et en fait, il y a eu beaucoup de maladresse. J'étais le CP. Et je me souviens, un des premiers jours de classe, la maîtresse me fait sortir de la classe pour apporter un livre dans une autre classe, pour ce prétexte-là. Et à mon retour, je me rends compte qu'elle m'a fait sortir pour annoncer aux autres camarades que j'avais perdu mes parents. À quoi vous le sentez? À quoi vous le comprenez? Ah bah, au regard, il y avait et à l'ambiance, il y avait une espèce d'ambiance mortifère dans la classe où ils me regardaient tous. Ils avaient 6 ans comme moi, donc ils étaient un peu choqués. Et puis ma petite camarade de classe à côté de moi m'a lâché le morceau. Et donc non seulement ils étaient eux-mêmes tous choqués, et moi je me disais mais c'est pas possible, on me prend encore pour un imbécile, quoi. On me raconte encore des choses dans mon dos. C'est ça, c'est à votre insu. C'est encore à mon insu. Ouais. Donc je me disais mais ça va me poursuivre combien de temps? Moi, quand mon oncle et ma tante m'en parlaient, alors ils ont toujours essayé d'en parler, ils ont fait pareil aussi, on n'est pas tes parents, ça c'était super à tout point de vue. Mais quand ils essayaient d'en parler, c'est vrai que c'était tellement j'avais le sentiment que c'était un peu, voilà, c'était un peu comme un cérémonial. Donc c'était hyper dur. J'avais l'impression qu'ils allaient souffrir aussi. Je voyais, forcément, ils souffraient. C'était dur pour eux. Donc je les voyais les yeux rougis où je sentais que ça montait. Je voulais pas du tout assister à ça. Ouais, c'était trop dur, trop dur. Et puis je voulais pas. J'avais cette culpabilité déjà très forte. C'était rajouter une couche à la culpabilité. Et du coup, je fuyais ces émotions et ces conversations. Et du coup, est-ce qu'il existait un être humain sur cette planète, que ce soit un enfant, un adulte, finalement, avec qui vous partagiez ces états? Personne. Comme ça, c'est horrible. Quand j'étais enfant, Votre sœur? pas ma sœur, surtout pas. Pourquoi surtout pas? Je crois qu'il y avait parce que ça réactivait aussi la souffrance. Du coup, on gérait chacun de notre côté. Sans parler, on n'en parlait pas. Alors on va voir les conséquences effectivement à l'adolescence et la tragédie et le silence qui l'entoure. Florence, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a beaucoup de choses. Souvent, on a peur qu'en parlant, on parlait tout à l'heure de la peur de l'effondrement, alors que c'est parce qu'on va s'effondrer, justement, qu'on va pouvoir se libérer. Parce que la peur de l'effondrement, elle est plus grande que l'effondrement lui-même. Vous dites, j'ai peur de les blesser, je vois qu'ils sont pas bien, mais ça peut durer pendant des années. Alors que quand on s'effondre, ça peut durer 1 mois, 1 journée, mais on peut passer à travers. Parce que c'est la peur d'eux qui crée la peur, en fait. C'est important ce que vous dites, parce que ça marche pour cette situation et ça marche pour beaucoup d'autres situations. Pour tout. C'est-à-dire que la peur, quoi qu'il arrive, pour beaucoup de situations, on l'a. Mais quand ensuite on a peur de la souffrance, on rajoute une couche à la peur, et c'est cette peur de la souffrance qui fait souffrir pendant des années. Comme si le souvenir était présent tous les jours, finalement. David, je vois acquiescer. Ah oui, ça me parle complètement, ouais. C'est de ressasser, parce que du coup, on ressasse, on ressort jamais de l'émotion qui n'est pas sortie. Donc elle est en nous, on la mentalise, l'émotion aussi. Du coup, et on a des pensées qui reviennent en boucle. Il faut qu'elles sortent quelque part. Donc le corps aussi, à un moment donné, on somatise. Enfin, moi, j'ai somatisé des choses. Si ça sort pas, ça sort pas. Enfin, il
faut qu'elle sorte à un moment donné. Hein. Jusqu'à ce que notre corps, parfois, chute réellement. Oui. Et c'est là où on le traverse. On peut le voir, mais ça peut être des années après, mais chuter physiquement. Alors chez nous, par contre, on a toujours expliqué aux enfants qu'on avait le droit d'être triste, d'être en colère, tout en respectant les autres, mais on avait toujours ce droit, que ce soit nous les adultes, eux, les enfants. C'est génial. Il faut savoir que la petite dernière, elle avait 1 année et demie quand c'est arrivé. Isabelle, vous avez vu que vous nous épatez, pardon de vous couper. Vous n'aviez pas fait d'études de psychologie. Vous avez fait tout ça par instinct. Par instinct. Mais je crois que on a 7 loulous aussi qui sont merveilleux, qui nous aident aussi au quotidien. Quand nous, on va pas bien, c'est eux qui nous tirent en avant. Quand c'est eux qui vont pas bien, c'est nous qu'on tire en avant. C'est vraiment... Alors, c'est pas tous les jours roses, hein. Il y a Non, des on va en jours où parler. c'est... Voilà, exactement. Mais en fait, on a toujours permis à tous les enfants d'avoir, justement... la douleur, elle est là. Enfin, je veux dire, c'est pas normal à 6, 9 ou 12 ans de perdre ses parents comme ça. Et la colère, ben oui, on sait que même à l'adolescence, c'est une période critique où, justement, on surveille un petit peu plus. On se dit, mais c'est vrai que la tristesse, la colère et puis la haine, finalement, qu'on peut ressentir face au deuil de l'injustice, exactement. Eh bien, ça, on a toujours permis à avoir, en effet. Et même la toute petite, hein, je veux dire, à 1 année et demie, elle se rendait compte de rien. Et cette année, on a fait un tour par le lieu du crash, puisque c'est dans notre village. Et là, en fait, elle m'a dit qu'elle se sentait mal. Et elle m'a demandé si c'était là qu'ils étaient morts. Et là, elle a pris conscience, parce qu'on c'est pas tabou, hein, c'est un endroit, un joli pré dans notre village, ma foi. Mais chaque année, mon mari y va. Nous, c'est plutôt la tombe. Mais c'est vrai que, voilà, c'était une façon de faire cette année différente. Et puis finalement, on s'est rendu compte que même la toute petite, ses émotions, elle commence à les vivre différemment. Voilà. Vous êtes épaté par Isabelle aussi? Oui, parce qu'on sent beaucoup. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je trouve que paradoxalement, c'est quand on vit des choses les plus douloureuses qu'on arrive à trouver le bon chemin. Il n'y a pas toujours besoin d'être psychologue, heureusement, hein, pour exprimer ses émotions. Mais parfois, c'est tellement fort qu'il n'y a pas d'autre chemin que de le libérer. Parce que sinon, on s'effondre nous-mêmes. L'adolescence, David, avec donc ce sentiment de culpabilité, avec ce silence autour de cette tragédie, avec les manques, avec la perte, Avec la colère. La colère, elle est contre quoi? Cette injustice-là, mais qui est pas... Je trouve que je l'ai pas exprimée. J'ai jamais exprimé cette colère. Donc, voilà, l'adolescence, c'est un peu compliqué parce que je suis dans une famille qui est à la fois la mienne et pas la mienne. J'ai l'impression d'être de trop. En même temps, j'ai envie de faire une crise d'adolescence comme chaque adolescent et faire des choses que j'ai pas le droit de faire, mais je veux les faire quand même. Donc, je prends pas trop de pincettes. Et du coup, ça crée une tension. Et tout en étant, on me dit, j'ai pas le droit d'être comme ça parce qu'ils sont déjà super, ils m'ont accueilli dans une famille. Donc C'est-à-dire que la gratitude va presque empêcher la crise d'adolescence. elle va un peu la freiner sur certains points. Ou en tout cas, il y a une espèce de mélange des deux. Je veux la faire, je la fais. Et puis en même temps, il y a une grosse culpabilité en me disant, t'as pas le droit de faire ça à des gens qui ont été super, quoi. Et que j'aime profondément. Mais du coup, c'est pas mes parents, donc on peut pas, enfin, je sais pas comment vous gérez ça, mais c'est pas mes parents, donc du coup, je peux pas faire comme je veux, quoi. Voilà. Colin, la question s'adresse à vous. Vous comprenez ce qu'il veut dire en fait? Oui, C'est oui. que normalement, on se révolte contre les parents, etc. Puis d'un seul coup, il y a la culpabilité de Tout se est possible révolter avec contre ses ces gens, Oui. Mais ces gens à qui on doit tout. ça freine quand même un peu. Pas pour tout, mais ça freine un peu pour les grosses conneries ou des trucs comme ça. Ça donne pas envie de faire comme les autres. Ouais. Avant, dans mon école, quand j'étais en crise d'adolescent, il y avait beaucoup de drogue, tout ça. Il y en a beaucoup de mes potes qui prenaient. Moi, j'ai jamais pris. Pourquoi? Quel était le rapport avec la situation? Déjà, avec ma famille, vu que c'était déjà pas mes parents, et si j'avais des problèmes, il y aurait eu plein d'autres problèmes, et ça me donnait pas envie du tout d'essayer. Vous saviez ça? Oui et non. Vous saviez ça qu'en fait, il avait la sensation qu'il avait le droit de s'autoriser des trucs, mais pas trop non plus, parce qu'après tout, ils ont fait ça pour moi. On sait qu'il a été tenté. Après, je trouve que c'est une merveilleuse preuve d'amour d'avoir tenu bon, finalement, d'avoir dit non. Et puis, je suis très fière de lui, en fait. David, vous, les angoisses sont arrivées à quel moment de votre vie? Alors, je crois que rétrospectivement, je dirais que j'en ai toujours eu, mais là où vraiment elles sont remontées, c'est quand j'étais étudiant au début, je devais avoir, je sais pas, j'avais 19 ans, j'étais à la fac, je me souviens,
Et je devais passer des examens de fin d'année. Et puis, d'un coup, je me souviens, j'étais dans un couloir avant d'entrer dans la salle d'examen. Et là, une espèce de bouffée d'angoisse qui remontait. C'était même physique. J'ai l'impression que je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'étais vraiment. J'étais complètement perdu. Je me sentais complètement déconnecté de ma vie, de mes émotions. C'est comme si, du coup, je suis passé en mode cérébral, comme ça, comme si je pensais tout. Et j'avais vraiment le sentiment de ne plus être connecté à mes émotions. Parce que je les avais tellement refoulées, je les avais tellement... j'y avais plus accès. Et c'était très étrange, je me sentais, je sais plus qui j'étais, en fait. C'est ça. Et donc, c'est un flottement qui pourrait être naturel à 19 ans. Ouais. C'est la sensation que c'était lié à ce que vous aviez traversé. Ah oui. Je savais sans le savoir. C'est-à-dire que je savais que c'était lié à ça. Alors, le contexte, il y avait les examens. J'avais à l'époque une petite amie avec qui ça se passait pas très bien. Bon. Il y avait toute une série de choses comme ça qui m'ont fait un peu basculer. Mais je me suis dit, bon, il va falloir que tu te fasses aider parce que là, tu vas pas y arriver. Et c'est comme ça que j'ai consulté, je crois, franchement, alors que j'avais vécu ce traumatisme, je crois que c'est la première fois que je consultais vraiment un psychiatre. À 19 ans. À 19 ans. Donc 13 ans après les faits, finalement. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça vous apaise? Ouais, ça m'apaise, ça m'aide parce que j'étais vraiment paumé. Mais je me dis, ça va mieux, donc je me relance dans la vie rapidement. Et je me dis, bon, c'est bon, je l'ai géré, en fait, c'est gagné, quoi. Et en fait, j'avais, je crois, juste géré la crise, quoi. Donc, la grosse crise. Mais j'avais pas fait le travail de fond. Mon psy me disait souvent, faudra revenir, hein, parce que y a des choses qui sont pas réglées. Je disais, oui, pas de problème. Et pendant longtemps, comme ça, je vivais avec ces angoisses. Et je me disais, je m'en sors pas si mal. Donc, j'ai avancé comme ça. Mais un peu comme dans un copain me disait, tu vis comme dans un jeu vidéo. Ça voulait dire quoi pour lui? C'est-à-dire que je m'attachais à pas grand-chose, ni aux gens, ni aux états de fait, je payais pas mes impôts, je payais pas mes PV, je m'en sortais toujours. J'avais toujours il y avait pas de contraintes, quoi. Donc j'ai vécu une période comme ça un peu sans contrainte, en me disant, il y a pas de raison, j'ai bien galéré, là j'y vais, et puis il faut que j'avance, quoi. Et dans la vie sentimentale, la question de l'attachement. Ah, c'était très très dur, ça. C'était très dur parce que si je m'attache, je vais perdre. Donc en fait, c'est absolument impossible. Et ça va me rappeler la douleur de la perte originelle. Et je vais exploser en vol. Donc je pouvais pas. Je faisais un peu semblant de m'attacher, mais dès que ça devenait trop. C'est pas mal la formule. Ouais. Non, je faisais semblant parce que j'adorais l'idée de s'attacher, mais ça me brûlait, toi. C'était brûlant. Donc il y a à la fois culpabilité, souffrance. Abandon, je veux pas revivre un abandon, c'est affreux. Ça réactive tout ça en fait, même si la situation n'a absolument rien à voir. C'était un peu dur ça. Donc Florence n'est pas votre psy, mais ce que vous venez de dire est universel. Je me retourne vers vous. Donc là, vous n'êtes pas surprise de voir. C'est la même chose, c'est-à-dire j'ai peur d'être abandonnée, donc j'abandonne. Donc j'ai l'impression d'être plus fort, mais au final, je me retrouve quand même dans la situation où ça va pas. Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait quelque chose qui tournait en boucle. Un peu comme une drogue. Ouais. Mais c'est quand vous disiez aussi plus de vie. Parfois, quand on a peur de la mort, on rajoute plus de vie à sa vie. Mais c'est une vie dans les excès. Ça, c'est très on va juste. Travailler tout le temps, on va boire, fumer, faire l'amour. Vivre des choses exceptionnelles. Voilà, des sensations, parce que c'est la sensation qui nous rend vivants. Ça peut être un saut au parachute, mais ça peut être énormément travaillé, c'est la même chose. Sauf que c'est plus socialement valorisé, mais en final, ça revient. Donc c'est quoi? C'est l'anxiété, la peur de la mort, fait qu'on veut avoir une vie très intense. Voilà, être dans plus de vie. Mais c'est une vie qui est un peu aussi angoissée. C'est pas forcément une vie où on est un peu apaisé. Ah, bah, complètement. Moi, j'ai vécu comme ça. Ouais. C'est ça. Alors, on va voir effectivement comment ça se passe quand vous devenez papa, à 2 reprises, parce que c'est des situations vraiment différentes. Colin et Isabelle, il s'est passé quelque chose d'important dans la famille, c'est quand il y a eu un changement de statut officiel. C'est-à-dire que quand vous avez été devant la justice. Oui, pour avoir officiellement leur garde, finalement, on est la famille d'accueil, en fait. C'est le mot? Alors, si je vous dis le vrai mot, ça fait peur. C'est quoi que C'est l'administration la famille nourricière. Alors ça, je trouve ce mot absolument... Waouh, il fait froid dans le dos, j'ai horreur de ce nom. Ils ont eu un tuteur très vite, en fait, parce que tout ce qui est aspect financier, aspect administratif, tout ça, on ne voulait pas s'en mêler de toute façon pas, parce que c'est trop compliqué. Il y a toute la famille de la maman, donc du coup, ça ne nous regarde pas en plus. Donc ça, on a trouvé très bien. Et ça permettait aussi que s'ils font des bêtises, on a aussi un autre avis. Partagé en tout cas tout ça. Voilà, exactement. C'est parfait comme ça. Donc, nous sommes la famille d'accueil, mais par contre, avant ça, il y a une petite enquête du SEJ, c'est le service de l'enfance et de la jeunesse en Suisse. Et puis, en fait, après ça, on passe devant la juge de paix qui décide
oui ou non, si on a les enfants ou pas. Mais avant ça, il y a quelques semaines où il y a une enquête, où ils viennent à la maison, où ils parlent aux enfants. Vous êtes dans quel état d'esprit pendant toute cette enquête? Quand même un peu nerveux parce que finalement on a peur de les perdre. Puis d'un autre côté on se dit mais on peut pas nous les enlever, ils sont les 3 au même endroit dans leur village, ils n'ont pas changé d'école, ils perdent pas leurs copains. On se rassure comme ça puis on se dit allez ils vont rester. Mais l'administration est pleine de surprises, donc on a peur. Parfois oui. Donc du coup voilà on a eu un peu peur. Puis tout à coup Colin a pu venir devant la juge de paix en fait. Et vu que les 2 plus jeunes avaient été entendus par le SEJ, ils savaient qu'ils avaient envie de rester et que nos enfants étaient tout à fait d'accord de garder leur cousin, en fait, leur cousin frère, comme ils appellent. Tout à coup, elle dit qu'elle ne s'oppose pas, puis elle signe, et puis c'est bon. On part Donc là, avec c'est un notre soulagement. cousin. Oui. Et alors, vous avez vécu une situation très particulière, c'est que vous avez pris la décision, vous nous direz pourquoi, on suppose des raisons pratiques, mais peut-être pas uniquement, c'est finalement de déménager, parce que vous étiez 9, donc, Voilà. et vous êtes allé vivre dans la maison où Colin vivait avec ses parents. C'est ça. Alors, chez nous, en fait, pourtant, si vous voulez, on habitait une maison où il y avait 2 appartements. En dessous, il y avait mes beaux-parents et nous avions 2 étages au-dessus. Mais c'était intransformable, en fait. Pour nous, on ne pouvait pas adapter pour faire des chambres supplémentaires. Il nous fallait 3 chambres supplémentaires. Donc, finalement, le cousin de mon mari a eu l'idée de rajouter des containers à partir d'une des terrasses, en fait, de leur maison. Et avec ça, on s'est fait une grande salle à manger, 5 chambres et une salle de bain. Donc, on a 24 mètres de couloir. Premier jour que la femme de ménage a vu, elle a eu peur. Et puis finalement, voilà. Mais c'est pas anodin de revenir dans cette maison. Ah non. Non, pour eux, je trouvais que c'était bien. On trouvait que c'était l'idéal parce qu'ils ont pu faire leur deuil, le deuil de leurs parents. La seule condition qu'on avait dit, c'est que tout le monde devait changer de chambre. On voulait pas qu'ils retrouvent la Là même aussi, chambre. vous avez un instinct incroyable. C'est-à-dire que vous êtes dans la même maison, mais votre instinct vous dit qu'il ne faut pas qu'ils dorment dans la chambre d'avant. J'avais envie d'un renouveau pour tout le monde, en fait. Et du coup, vous vous retrouvez dans un endroit qui vous rappelle les parents et donc vos amis. Oui, 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 tout à fait. Dans un premier temps, ça doit être très compliqué. C'est toujours très compliqué. Ça reste? Oui, c'est... On y est bien, on vit bien. Je me plains pas du tout, mais c'est vrai que... ils sont là. Mhm. Et c'est vrai que le souvenir, il est toujours présent quelque part. Mhm. Ça, c'est... Colin, vous avez vécu ça comment, le fait de revenir dans cette maison? Moi, ça m'a pas trop dérangé. Surtout le jour du déménagement, j'ai bien aimé parce qu'il y avait pas mal du village et des amis qui sont venus nous aider à déménager. C'était une bonne ambiance. Et maintenant, jour au jour, des fois, il y a des jours où ça va pas trop bien parce qu'on repense à des choses d'avant. Et sinon, ça se passe très bien. Alors effectivement, on est impressionné de la manière dont vous avez dû gérer cette situation d'urgence, cette tragédie. Vous disiez tout à l'heure, ça n'a pas été facile tout le temps. Et vous pensez à quoi finalement? Qu'est-ce qui a été compliqué pendant ces 5 années? Un petit peu de tout. La logistique, déjà, la lessive, tout s'organiser, les courses. Hormis cela, il y a essayer d'accorder du temps à tout le monde, essayer d'être égal avec tous. Peut-être les crises d'adolescence, ça c'est jamais facile non plus. De trouver du temps pour soi, avec mon mari quand Je même. n'ai pas encore posé la question. Ah bon, pardon. Non, je vous la pose maintenant. Depuis tout à l'heure, elle nous pend aux lèvres, effectivement. Donc là, vous êtes une superwoman, à vous occuper de Je tous suis pas une superwoman. ces enfants. Et du coup, comment on fait pour prendre le temps à la fois d'accepter la situation, donc la question du deuil, de la perte aussi, et puis cette nouvelle situation? On a eu de la chance que ce deuil avec mon mari, ça nous a soudés. En fait, ça aurait très bien pu nous séparer. Non, nous, ça nous a... Voilà, ça nous a soudés. On sait très bien qu'on ne pourra jamais vivre l'un sans l'autre, en fait. Et jamais sans un de ses enfants, tous confondus. Mhm. Après, notre point d'honneur, c'était de partir en week-end en amoureux, de temps en temps, 3-4 fois par année. C'est peut-être pas beaucoup, mais enfin, on se permettait cette parenthèse pour justement parler de nos histoires de couple ou par exemple, si on n'était pas d'accord sur l'éducation, mais de toutes sortes de problèmes, finalement, puis de se retrouver, de souffler, simplement. Mhm. Une petite bulle à nous, et puis nos amis ou mes parents venaient à la maison et s'occupaient des enfants, puis ça se déroule très bien, encore à l'heure actuelle, sans souci. Donc vous prenez la peine de prendre soin de vous, parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Ah ouais, ça c'est sûr. Comment ça se passe avec les professeurs des enfants? Parce que du coup, là aussi, les premières fois quand vous allez voir les professeurs, C'est très compliqué. c'est-à-dire? Beaucoup d'émotions. Parce que
dans l'école où ils sont, tous nos enfants y étaient en fait. Hein. Les 7 ont été dans cette école à Talence. Et puis finalement, les professeurs, on les connaît tous. On lit des liens. Ils connaissaient tous Laurent et Nicole. Les premières fois, c'est compliqué. On se dit, c'est pas à nous d'être là. C'est pas à nous. C'est pas juste en fait. David, vous disiez donc la perte de mes parents à 6 ans, c'est quelque chose qui a été digéré de manière étrange, puisqu'on vous le dit jamais vraiment, les mots sont flous, vous vous sentez coupable, enfant, parce que vous vous dites, puisqu'ils sont pas morts, ils m'ont abandonné d'une certaine manière. Enfin, vous allez grandir avec tout ça. À 19 ans, vous disiez des crises de panique. Vous allez voir un psy, ça apaise la crise. Et puis finalement, il y a des états d'âme qui vont rejaillir au moment de la naissance du premier enfant. Voilà, de ma première fille. Et là, pareil, à nouveau, donc, je la sens, l'angoisse, je la connais par cœur, donc je la sens monter. Je fais, bon, on va la gérer, t'inquiète, tu sais faire. Vous sentez physiquement ? Physiquement. Ça se passe où ? Ça se passe dans le ventre, là. Je sens que ça monte, je me contracte tous mes muscles, j'ai peur, quoi. Donc, je sens que ça Alors, arrive. peur ou angoissé ? Parce que je crois que la peur a un objet, l'angoisse n'a pas d'objet. En effet, c'est de la pure angoisse, c'est-à-dire que je sais pas de quoi j'ai peur. C'est juste, je me sens bloqué et un peu terrifié, quoi. Et donc, à la naissance de ma première fille, j'ai commencé alors là à devenir. J'avais peur qu'elle meure. Donc là, c'est de la peur, c'est de l'angoisse s'est transformée en peur. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, je me suis dit, il va se passer un truc, c'est pas possible, quoi. Donc tout est parfait, on a une famille, il y a une petite fille géniale, il va se passer un truc, forcément, il va lui arriver un problème. Donc j'avais peur qu'elle s'étouffe dans son berceau. Donc je me souviens, j'ai acheté, ma femme me prenait pour un cinglé. J'avais acheté trois thermomètres différents pour être sûr que ce soit la bonne température, parce que j'avais lu quelque part que la mort subite du nourrisson était aussi liée à une histoire de température. J'ai changé plusieurs fois de matelas de la gamine parce que il était neuf, mais je me disais il va s'étouffer dedans, il est pas bon, donc j'allais en racheter un. Donc là, je suis devenu un peu, je lavais les biberons 15 fois, donc je suis devenu un peu barjot du tout sécurité autour de ma fille. Et donc, par rapport à ce qu'on racontait tout à l'heure, où dans les relations sentimentales, vous aviez l'instinct de ne pas vous attacher, là, forcément, l'attachement, il est de fait. Ah, il est de fait. Et donc, la conséquence directe, c'est la peur de perdre. C'est la peur de perdre, parce que là, j'ai pas le choix, donc il faut que j'investisse la relation avec l'enfant, parce que je suis le père, et c'est tellement, je suis trop fusionnel avec elle, avec le bébé. Enfin, j'ai vraiment c'est moi-même, quoi. C'est presque une partie de moi-même, et je suis beaucoup trop proche de l'enfant. Alors, trop est un jugement ? Alors, trop, mais si trop ou mal. C'est-à-dire que je l'aime, je pense, là, je juge, en tout cas, parce que j'ai fait un peu de travail dessus, je l'aime mal, en fait. Je l'aime pas où il faut, ou pas exactement que au bon endroit. Mmh. Florence ? C'est-à-dire que quand bien même on veut essayer d'échapper à son angoisse par rapport au fait de ne pas s'attacher, il y a toujours un moment dans la vie, ça peut être un changement de travail, une amoureuse, un enfant, qui vient nous faire revivre ça. Mais quand vous dites j'ai peur pour elle, en fait, vous avez surtout peur pour vous. Parce que c'est grâce à votre bébé que vous allez pouvoir traverser cette peur de la perte. C'est grâce à elle, parce qu'elle est bien vivante, justement, que ça y est, vous allez pouvoir contrôler et vous rendre compte par vous-même comment vous allez pouvoir traverser ça. Oui, c'est l'inverse qu'elle vous offre. Oui, c'est vrai. Faut le voir comme ça. En tout cas, un mal-être correspond à quelque chose qui va être plus positif après. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire même se dire dans la tête, mais pour beaucoup de parents, ça arrive. Je n'ai pas peur pour mon enfant, j'ai peur pour moi. Et à partir du moment où vous arrivez à dire j'ai peur pour moi, vous êtes capable d'avancer. Sinon, la peur, c'est comme si vous la mettiez à l'extérieur. Et évidemment que ça n'avance pas, parce qu'on ne peut pas sécuriser quelque chose à l'extérieur qui est là. Non, c'est une illusion. Ouais. Donc c'est vraiment juste une phrase, c'est de se déplacer d'un cran et se dire j'ai peur pour moi. Donc vous faites un bon duo, parce que pendant que vous parlez, du coup, David apprend. Oui, je projetais toutes les peurs sur la gamine. C'est très juste. Ouais. Et donc, du coup, vous êtes préoccupé par un souci de transmission. C'est-à-dire qu'au fait, votre propre histoire, vous la racontez de quelle manière ? Alors, je suis très préoccupé. Comme moi, on m'a pas trop... Enfin, j'ai eu le sentiment que, on me disait... Enfin, qu'on m'a menti sur des choses quand j'étais enfant. Je me disais, il faut tout dire. Donc, j'ai commencé à... Pourquoi vous rigolez ? Parce que vous vous moquez de vous-même. Oui, je me moque de moi-même. C'est-à-dire, je me dis, je suis allé un peu fort. C'est-à-dire que ma gamine a été à peine en âge de parler que déjà, ou même quand elle avait 6 mois, je lui racontais déjà l'histoire, quoi. Regarde, là, il y a les photos, tout ça. Et du coup, j'y suis peut-être allé un peu fort. Du coup, elle a senti qu'il y avait une charge émotionnelle très forte sur ses épaules. Et je pense que je lui ai fait un peu porter le poids de la perte de mes parents un peu tôt, ou un peu d'une manière un peu... À quoi vous avez vu un poids pour elle ? Je me suis rendu compte quand elle a commencé à me parler que de la mort, à me dire que là, il y a encore quelques temps, elle me disait « Papa, j'ai peur que la Terre disparaisse. » Ou que les parents disparaissent. Ou que les parents disparaissent. Donc du coup, il y avait toute cette histoire de disparition qui revenait. Je fais « Ouh là là là, là, c'est... »
Mais jusqu'au jour où même, je me souviens, il y a eu un anniversaire de la mort de mes parents, c'était genre le 30e anniversaire de la mort de mes parents. Je m'en souvenais plus consciemment. On revenait de la piscine avec ma petite, elle était dans la poussette, et là elle m'a dit, papa, tes parents ils sont morts comment? Comme si c'était complètement dingue, c'est comme si elle avait senti que c'était le jour. Que c'était le sujet ce jour-là. Ouais. Et qu'inconsciemment je devais l'avoir en tête, mais je devais pas être bien. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je me dis, mais c'est pas possible, ça va trop loin. Je me dis, elle peut pas gérer, enfin, elle peut pas se mettre à ma place de moi enfant. À quel âge elle a à ce moment-là? Et là, elle a 2 ans et demi. Quand elle dit ça? Ouais. Et donc, du coup, vous sentez qu'il y a quelque chose d'excessif, et du coup, elle voit quelqu'un. À ce moment-là, vous... Alors, c'est plus tard, là. C'est depuis pas très longtemps qu'elle voit quelqu'un, et c'est à ce moment-là, bon, maintenant, elle a 5 ans et demi, et donc c'est depuis quelques mois qu'elle voit quelqu'un. Et que je vois avec elle d'ailleurs. Et du coup, voilà, on essaye de se dire où est son histoire et où est la mienne, voilà, et où est la frontière. Alors, c'est quoi en général qu'il faut savoir pour tous les parents du monde? Où est notre histoire et à quel moment on raconte notre histoire à nos enfants? Ça, c'est quand même une question assez compliquée. Mais par contre, c'est un leurre de croire que parce qu'on va dire ou on ne va ne pas dire, on va pouvoir décider pour l'enfant. Évidemment, quand on n'a pas eu une information, on a envie de la dire pour protéger l'enfant, mais quand bien même on ne la dirait pas, l'enfant capte lui-même directement. On n'a aucun pouvoir en tant que parent pour décider ce qu'on va transmettre à notre enfant. C'est pas par la pensée que ça se fait. On a l'impression qu'on peut choisir, mais c'est directement par le corps. Elle a 2 ans et demi, elle est capable de vous sortir l'anniversaire de la mort. Ça n'a rien à voir avec la tête. Et parfois, à force de lire beaucoup d'ouvrages comme ça, on a l'impression qu'on peut, par une question, une réponse à un mode d'emploi, rendre heureux, entre guillemets, notre enfant, mais c'est beaucoup plus complexe. L'être humain, c'est vraiment un corps plus qu'une tête. En gros, il faut être bien pour que le gamin soit bien. Mais vous pouvez aussi ne pas être bien parce qu'on n'est pas toujours bien, mais juste de lui dire ça c'est mon histoire. Et dire tu sais j'ai voulu le dire pour te protéger, mais je me rends compte que finalement c'est mon histoire. Parce que grâce à elle, quand elle vous dit la terre va s'effondrer, etc., vous-même vous dites bon je suis allée trop loin. En fait, vous êtes juste en train de vous mettre à l'autre place, la place du parent qui peut contenir les peurs de l'enfant. Là où finalement enfant vous auriez eu peut-être besoin de ça. Donc c'est aussi un cadeau quelque part. Ah oui, complètement. Quelque part ça va aussi vous créer un lien d'amour en disant ça y est, là vous allez traverser quelque chose de très profond et pas juste un faire semblant en disant... Non, on est en train de se rapprocher, je le sens. Mais c'est justement grâce à ça. Et c'est aussi un cadeau. Donc parfois, même si l'enfant est angoissé, ils offrent le plus beau cadeau aux parents. C'est-à-dire, j'ai une deuxième chance pour revivre ce que j'ai vécu. Et là, mon enfant, lui, il prend son chemin. Donc c'est pas parce qu'un enfant est angoissé qu'il ira pas bien. Au contraire, plus il est angoissé au contraire, ça va rassurer tout le monde. Alors pourquoi au contraire? Parce qu'il est en train de libérer quelque chose du parent. Et c'est ça que les parents ont du mal à comprendre parce que c'est douloureux. On a l'impression... C'est-à-dire quand l'enfant est angoissé, il est en train de dire « Maman, papa, il y a un truc que vous avez oublié là dans un coin, qui est un peu angoissant, est-ce qu'on peut le travailler tout de suite ?» Alors évidemment, les parents envoient les enfants en premier, comme ça c'est plus facile. Chez le psy. Et puis finalement, voilà, chez le psy. Et puis ensuite, on le travaille en famille et le parent guérit. Et du coup, l'enfant aussi, évidemment, a des bases, mais des bases réelles. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Colin, quand vous écoutez comment fonctionne l'être humain? C'est la vérité. Nous, on allait en premier chez le psy, après les adultes, ils nous ont suivis. Bon, il y a des gens qui envoient leurs animaux chez le psy, souvent. Ils ne savent pas que ça vient d'eux. Donc, la psyché est pleine de surprises, parce qu'effectivement, vous avez raconté à la fois les crises d'angoisse à 19 ans, à la fois cette peur voilà, pour cet enfant. Et puis alors, au deuxième enfant, ça va être d'autres peurs différentes. Ah oui, alors là, je me dis, en termes de peur, j'ai tout fait. Et la naissance de la deuxième, pendant la grossesse, là, j'ai commencé à avoir peur pour moi-même, mais en direct, c'est en ayant conscience. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir je suis devenu hypocondriaque, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai fait des crises d'hypocondrie très fortes. Alors que vous ne l'aviez jamais été. Je crois que si, mais sans vraiment le savoir, quoi. Mais pas tant que ça. Enfin, j'avais toujours un peu peur pour des trucs, mais je gérais un peu plus ou moins. Alors là, de quelle manière? Alors là, c'était très fort. C'est-à-dire qu'un jour, un ami m'a dit je suis inquiet pour un tel qu'on connaissait en commun, un ami en commun, parce qu'il a des vertiges, et paraît-il que c'est comme ça que débutent les tumeurs au cerveau. J'ai enregistré ce truc-là. 2 semaines après, j'avais des vertiges, et des vertiges qui m'ont plus quitté pendant des mois. Donc je ne pouvais plus rien faire. Enfin, je marchais, je faisais ma vie, mais j'avais toujours l'impression que ça tanguait. Donc j'étais allé voir des spécialistes qui me disaient non, en fait, vous n'avez pas de vertige, quoi. Donc c'est qu'une sensation. Et donc je commençais à avoir peur pour moi et de me dire ça y est, moi aussi ça va être mon tour du coup, parce que je commençais à arriver à l'âge où je commençais à dépasser l'âge de mes parents quand ils sont morts. Vous vous en rendez compte? Et je m'en rends compte. C'est quelque chose que vous aviez c'est quelque chose que j'avais en perspective. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai jamais
à quel âge ils sont morts exactement. Je l'ai lu plein de fois, je l'ai vu plein de fois, mais je m'en rappelle jamais aujourd'hui, je peux même pas vous le dire. Mais je savais que j'arrivais à l'âge et en fait, je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas être plus vieux que ses parents. Et puis, il va m'arriver la même tuile ou il va m'arriver un truc. Donc là, j'ai imaginé que c'était une tumeur ou une maladie autre. Mais j'étais sûr que j'étais malade et que j'allais mourir. Et autour de vous, d'ailleurs, comment on gère cette nouvelle époque? Ah bah là, c'est compliqué. Hein. Mon épouse me regardait en me disant, bon, tu m'as toujours dit que t'étais un peu, que t'avais des trucs à régler. Mais bon, elle me dit, là, je sais pas ce qui se passe, quoi. Donc vous vous sentez coupable Je me sens plus coupable de se sentir mal. Je passe à côté de la grossesse, voilà. Et c'est là où j'ai vraiment commencé un vrai travail sur moi-même. Et du coup, ce deuxième enfant arrive au monde et la relation est tout à fait différente. La relation est complètement différente. J'ai le sentiment de pas l'aimer. C'est-à-dire que je me dis, j'ai tellement d'angoisse qu'il m'encombre, cet enfant. J'ai déjà tellement d'amour pour le premier. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment je peux aimer un deuxième? C'est pas possible. Donc, il m'a fallu un peu de temps, une petite année, je pense vraiment pour... ça peut être un peu dur, hein, mais je l'assume. C'est-à-dire pour trouver de la place pour l'aimer, en fait. Donc, j'ai mis du temps à l'aimer. Donc, peu à peu, je m'en occupais, bien, je faisais attention. Voilà, mais j'ai mis du temps vraiment à l'aimer comme la première. Mm-hmm. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Hein, et puis... En revanche, je crois que je l'aime mieux, entre guillemets, si je mets un petit mieux, ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas, j'ai pas mis mes peurs dans l'enfant, et je crois qu'elle elle est plus vivante, elle a pas les mêmes angoisses que l'aîné. C'est moins fusionnel. C'est moins fusionnel. J'arrive plus à prendre de la distance, je vois où je suis parent et où elle est enfant, en tout cas plus facilement. Si Isabelle, vous avez un conseil, n'hésitez pas. Non. Non, mais par contre, la peur de la maladie et de la mort, des accidents, ça, on l'a aussi un peu plus. Oui, parce qu'on se dit, mais... La vie est fragile. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, quand la surprotection, ça aussi, c'est vrai que quand ils sortent, là, j'en ai que 2 qui sortent en l'occurrence, mais c'est vrai que Colin, je lui dis, tu me fais un message quand même, un petit message dans la soirée, allez, pour ta vie, tata, là, un petit message pour rassurer. Vous avez plus peur pour votre neveu qu'un de vos enfants, par exemple, quand il sort? Non, pas plus. J'en ai que 2 qui sortent. Hein. Les autres n'ont pas l'âge de sortir. Ça viendra, Isabelle. Ça viendra, je sais. Mais disons que notre fils, il est parti en vacances avec des amis. Je savais qu'il était bien, mais c'est vrai que tout le trajet en voiture, j'ai expliqué à mon ami, j'avais peur, j'ai eu peur. Je voulais des messages pour me rassurer. Vous avez cette sensation aussi que finalement, on est plus insouciant, plus léger quand on n'a pas forcément traversé ça, ou finalement il y a des gens qui sont très angoissés alors qu'ils n'ont pas vécu finalement la tragédie? En fait, il y a 2 choses. Il y a effectivement, comme vous l'avez vécu et que vous l'avez vu, vous avez besoin de cette réassurance. Mais parfois, dans les personnes angoissées, c'est ça qui est plus compliqué à comprendre dans l'angoisse, c'est que ça peut être le grand-parent, voire l'arrière-grand-parent qui a vécu un traumatisme. Et du coup, cette peur se transmet, entre guillemets, jusqu'à nous. Du coup, on a peur sans savoir vraiment pourquoi. Nous, génération du dessous, on ressent la même chose, mais sans avoir vécu le vrai traumatisme. Et pour le coup, dans le corps, on a quand même le même stress. Mm-hmm. Donc c'est important de pouvoir reconnecter l'information réelle pour que ça puisse se dépasser. Vous en avez conscience. Donc quelque part, on le sait, on peut vous rassurer, mais parfois on n'en a pas conscience. On se retrouve avec des personnes qui ont besoin tout le temps d'être rassurées et rien ne les rassure. Il n'y a rien qui marche. Parce que la vraie représentation, elle est au-dessus. Et c'est là qu'il faut aller la chercher pour la dépasser. Mm-hmm. David, ça va être un déclic pour vous finalement, d'avoir, parce que là vous avez traversé, puis on a l'impression que c'est une sorte de surenchère. Oui, je pensais que exactement. vous êtes épargné, puis je me dis, non, hypochondriaque, ça, voilà, je n'avais pas vécu. Et donc finalement, et la naissance du deuxième enfant, etc., ça va provoquer une sorte de déclic. Quel genre de déclic? Qu'est-ce que ça va changer? Non, mais là je me suis dit, il faut revoir profondément les choses, parce que là je peux plus vivre comme ça, c'était juste plus possible. Donc là, vous démarrez une thérapie, sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'elle vous apprend finalement? Elle m'apprend simplement que le deuil est à moitié commencé, à moitié fait, enfin pas vraiment fait, un peu quand même sur certaines parties, et que voilà, faut se replonger un peu dans les émotions de l'enfant pour en avoir moins peur et avoir moins peur de ces émotions qui appartiennent à l'enfant de 6 ans et plus à moi adulte. Et au fond, en revisitant tout ça, alors qu'on se croit vulnérable ou fragile, on découvre que finalement, on a vécu des sacrés trucs. Exactement. Je veux dire, c'est ce que je me suis dit. Exactement. Je me suis dit, en fait, ce que tu as vécu là, c'est costaud, quoi. Donc ça va, en fait, t'es pas si fragile, quoi. Vous avez traversé des choses. Ouais, j'ai traversé, quoi. Mm-hmm. J'ai traversé. Il faut accepter de traverser, en fait. Mm-hmm. Pour se sentir fort, je crois qu'il faut déjà avoir ce recul de voir tout ce qu'on a vécu. Mais tant qu'on avance un peu à l'aveugle et qu'on ne le voit pas, c'est là où on se sent fragile. Alors qu'on peut... Moi, j'avais l'illusion d'être très fort un temps quand je regardais pas tout ça. En me disant, je suis costaud. En fait, je l'étais pas parce que justement, j'avais pas du tout fait face à la fragilité. Voilà. Fort avec un œil. Ouais, c'est ça, exactement. Et vous avez créé une association
à ce moment-là. Alors, quel genre d'association et pourquoi? Alors, c'était une association c'était au moment de la naissance de ma deuxième fille, pour les orphelins devenus adultes. Et l'idée, c'était de créer des groupes de parole pour parler des souffrances d'enfance et de la manière dont ça pouvait avoir des conséquences sur la vie d'adulte. Alors, pourquoi le créer? Parce que ça n'existait pas à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait rien. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était tabou en France. Enfin, c'était des questions qui étaient abordées par personne. En Suisse, non plus, on n'a rien. Hein. Il y a un espèce de tabou de la mort, Voilà, comme ça. C'est c'est comme ça. si il n'y avait plus d'orphelins en France aujourd'hui. Il y avait ça n'existait plus. Et donc, j'étais confronté à tout ça. Et voilà. Donc, finalement, j'ai pas mené à terme le projet, mais en tout cas, ça m'a permis de réaliser que ce que j'avais vécu, d'autres l'ont déjà vécu et le vivront encore, et que ça se traverse et que on vit avec, quoi. Et on se pose la question, on a dit effectivement, un couple peut exploser quand on vit ce genre de situation. Ouais. Vous disiez, bon, nous, il se trouve que voilà, ça passe ou ça casse, nous, c'est passé. Dans votre cas? C'était compliqué. Non, c'était compliqué. Alors, voilà, je me suis séparé de la maman des deux enfants pour plein de raisons, mais en tout cas, voilà, si je suis honnête, si je suis lucide, il y a un lien quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, dans ma vie, j'ai essayé de me blinder aussi de toutes ces peurs. Donc, à travers cette famille, à travers un couple, à travers plein de choses. Et il y a un jour, quand j'ai soulevé le tapis et que j'ai vu toute la poussière qu'il y avait, je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'affronte ça seul. Et puis, ça a déséquilibré le couple, donc ça a eu des répercussions quand même. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, puisque vous êtes là pour en parler, donc qu'est-ce que vous avez à transmettre finalement à travers toutes ces épreuves et toutes ces subtilités, etc., sur la question du deuil? Qu'est-ce que vous savez maintenant? Parce qu'on dit qu'on est la somme de nos expériences, donc qu'est-ce que vous savez? Alors déjà, le deuil, c'est une émotion. Enfin, moi, je l'ai compris très tard. C'est-à-dire que faut d'abord être triste, quoi. Enfin, c'est chouette de pouvoir être triste, en fait. Moi, pendant Pourquoi vous longtemps, dites que c'est chouette de pouvoir être triste? Parce que On s'en empêche? moi, on s'en empêche. Enfin, moi, je me suis empêché d'être triste. Et je traînais ça comme un boulet au fond de moi-même, mais sans vouloir être triste. Donc, ce que vous faites, moi, c'est pour ça que je Ça suis... fait partie de la vie. Parce que ça fait partie de la vie, Ouais, parce que la exact. vie est parfois triste. Et que... J'explique à mes enfants comme ça, en tout cas, je leur dis. Ouais. C'est pas grave d'être Bah non, triste, ça fait partie. Vous pouvez être triste, vous pouvez être en colère, ce que vous disiez. Voilà, c'est ça. Et on peut être triste, on peut être en colère. Donc c'est d'abord une émotion, le deuil. Et puis le deuil, surtout, c'est aussi moi je crois, un long chemin. Mais ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas faut revisiter plein de choses. C'est un long chemin, mais je crois que c'est quelque chose qui est peut-être jamais complètement bouclé, mais c'est comme ça que la vie entre aussi. Elle re-rentre, elle sort, elle re-rentre comme ça. Donc on est triste, mais ça revient. Et donc ça donne une force. Il y a plein de choses que j'aurais sûrement jamais faites sans la perte de mes parents. Vous pensez à quoi? Parce qu'à un moment donné, je parlais tellement pas. Enfin, j'étais tellement petit, j'étais muet. Je me suis dit, attends, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, je passe à côté de la vie. Donc, donc je me suis forcé pour y aller, pour faire des choses. Et j'ai développé la qualité inverse du défaut, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire de timide, je suis devenu à quelqu'un qui parle beaucoup et qui aime bien ça. C'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien, ouais. C'est plutôt bien. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire des phrases que vous ne pouviez pas prononcer avant. C'est-à-dire... Alors, ce qui a changé, c'est ça aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on me demandait que font tes parents. Même quand j'étais jeune adulte, je disais, je disais le métier de mon oncle et ma tante, quoi. Ça n'a pas de question. Et puis, un jour, je me suis rendu compte, non, en fait, que font tes parents, c'est pas... La question, elle est pas là. Donc, c'est pas que font ton oncle et ta tante, c'est que font tes parents. Tu sais, mes parents, ils sont morts quand j'étais petit. Alors, souvent, les gens, même encore aujourd'hui, parfois, ils sont, désolé, non, il n'y a pas de problème, voilà. Mais c'est des choses que je peux dire aujourd'hui, mais j'ai mis très longtemps à pouvoir le dire. À la question à l'école, que font tes parents, c'était une torture. Je savais pas quoi répondre. Vous, Colin, c'était plus facile? Vous avez réussi assez vite à le dire? Moi, je l'ai toujours dit. Moi, après, je leur disais ce qu'ils faisaient, mais j'ai toujours dit qu'ils étaient décédés. Et après, les gens, ils s'excusaient, ils étaient pas bien, ils se sentaient un peu mal. Mais tu disais, comme tu savais pas, c'est pas de ta faute. Et après, ils s'excusaient un coup et on reparlait normalement. Mm-hmm. Alors David, donc, est un peu plus âgé que vous. Vous avez écouté la suite de son récit, donc il raconte la naissance des enfants. Il y a des choses où vous identifiez, où vous dites finalement, non, on n'a pas vécu les choses de la même manière. Il y a des trucs oui, il y a des trucs non. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ces associations pour les jeunes, les adultes, pour parler, ça c'est intéressant. C'est quelque chose que vous pourriez faire un jour, pas maintenant, mais vous ne seriez pas étonné de faire ce genre de choses? Oui, on pourrait. Est-ce que dans cette situation, on se sent compris par des gens qui ont vécu la même chose? Oui, ça oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Moi, j'aimerais bien faire chef de chantier. Dans les bureaux, si possible.
C'est pas sur le chantier? C'est dans le... Non, c'est dans les bureaux, c'est les commandes de produits, c'est tout ce qu'il y a. D'accord. Tout ce qui est planifié pour la journée, des trucs comme ça. Qu'est-ce que ces expériences-là qu'on vient de raconter aujourd'hui, en quoi ça fait quelqu'un de différent de vos camarades? Bah déjà, pas baisser les bras, continuer à vivre. C'est pas parce qu'on perd des membres chers ou même des amis qu'on doit arrêter de vivre. Et surtout, il faut continuer à penser à eux. Peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps faire penser à un petit truc, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a des gens... J'ai un ami qui s'est tué une fois au moteur. Il y a des gens, ils en parlent plus. Et moi, des fois, j'en reparle avec des potes. On reparle un peu, mais on ne parle pas ça tous les jours. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'en reparler quand même. Parce que souvent, dans ces situations-là, quand il y a un drame comme ça dans une famille, on n'en parle pas de peur de rappeler le problème, en fait, de faire souffrir les autres. Finalement, tout le monde souffre de ne pas en parler. Enfin, c'est un paradoxe un petit peu. Ouais. Et Colin, vous avez l'impression que vous êtes passé par l'acceptation, vous avez accepté? Vous parliez de colère quand ça s'est passé, par exemple. Est-ce qu'elle est passée, cette colère? Ça m'arrive des fois de l'avoir, mais accepter, on peut pas vraiment accepter, mais on doit vivre avec. Des fois, il y a des moments de colère, des fois, il y a des moments de tristesse, des fois, il y a des moments de bonheur, il y a un peu de tout. Mais ça peut changer du jour au lendemain, ça dépend aussi des dates, ça dépend un peu de tout. On doit vivre avec, c'est important ça. Ouais, ça c'est vrai, on doit vivre avec. C'est-à-dire, pour vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, c'est là. Ouais, Donc, ouais. on va pas la fuir, on va pas fuir la colère, la tristesse, les moments difficiles. C'est là, on doit vivre avec en fait. C'est ça, moi je trouve Colin a raison, c'est une des grandes leçons. On va reprendre cette conversation dans un instant. Je voudrais vous montrer un reportage sur quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un qui lui aussi a décidé de faire quelque chose pour les enfants orphelins, puisque lui-même a vécu cette tragédie. Vous le connaissez, il s'appelle André, donc vous l'appelez Dédé. Dédé. Hein, il est de votre région et il a une association qu'il appelle Porte-Bonheur. Donc c'est Colin qui en a parlé tout à l'heure. Cette association existe depuis une vingtaine d'années. Elle réalise le rêve de centaines d'enfants orphelins et donc ça se passe en Suisse. Et notre équipe l'a rencontré. On en parle juste après, c'est très émouvant. Le 14 juillet 77, mes parents sont tués dans un accident de voiture. Le fait d'être orphelin, c'est pas la fin, ça peut être juste une renaissance. Le but de l'association Porte-Bonheur, c'est d'offrir un soutien, une écoute, une oreille à des enfants orphelins de chez nous. L'association mène plein d'actions. La première action, c'est aller vers l'enfant. C'est de les suivre au quotidien, c'est de leur souhaiter un bon anniversaire, c'est de leur souhaiter un bon Noël. Et puis là, quelques jours après, on reçoit un mot de remerciement ou bien on reçoit une demande « Ah oui, j'aimerais faire ça, est-ce que vous êtes toujours là pour moi ?» Et on est toujours là. Allez, on y va. Février 2012, Simon et Étienne m'appellent « Papa est décédé ». Il se trouve qu'ils vivent dans une maison. En quelques années, elle devient dans un état juste incroyable et même extrêmement dangereuse. Nous, on décide d'entrer en matière, pas pour les aider à refaire la maison, c'était pas ça. Seulement, la seule demande que m'ont fait ces enfants ou adressée à Porte-Bonheur, c'est on veut rester ensemble. On veut pas être séparés. Alors là, en 2 temps, 3 moments, on a dit on va tout faire pour. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette première visite de chantier pour vous. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur, mais aussi de la part de cette famille qui est là. On a refait la maison en 2 mois, du sol au plafond. C'est-à-dire on change les fenêtres, on change les portes. On l'a refait de A à Z, avec 250 bénévoles, avec 85 entreprises de la région. Et puis on leur a remis cette maison le 31 août de cette même année, en 2013. Quand tu offres un truc ou quand tu vois le bonheur de ces gamins, les yeux qui brillent, les larmes de joie, c'est plus que tout, c'est gagné. C'est pas parce que papa ou maman ou les deux sont envolés que ta vie ça s'est arrêtée. Peut-être que ça va t'amener autre chose. Pour
ces familles, c'est bien joli d'aller auprès d'elles. Si tu vas auprès d'elles, puis après c'est fini, ça va pas. Donc, j'ai une maison, j'ai un foyer. Chez nous, c'est ouvert. Il suffit d'ouvrir la porte à l'atelier et je serai là. Là, ils débarquent, ils viennent donner un coup de main, ils viennent bricoler avec moi. Hello, c'est Dédé. Salut les touristes. Étienne Simon, il m'offre juste le bonheur d'avoir réappris à vivre avec un sourire de tous les jours. J'ai pris sa place, j'allume. Oui, bien sûr. J'essaye un petit coup avant, à côté, passer mes doigts. Doucement, hein, voilà. Ok, ouais. J'essaye un petit coup du papier, là. D'accord, ouais. Donc on fait léger. Toi, tu fais l'autre couleur? Bah, tu vas rigoler, moi. Hein? Alors, prends le violet. En perdant mon père, ça a été l'effondrement ou quoi. Et puis en gros, avec Porte-Bonheur, ça m'a aidé un peu, pas à l'oublier, mais à vivre avec en fait. Pas mon doigt. André, je le considère comme un papy. Pour moi, c'est comme un peu comme de la famille. Voilà, il est toujours là pour moi. Je peux compter sur lui, je peux parler aussi avec lui, son gène, voilà. Doucement. Ouais, ok. Bravo les mecs. Ouais. Elle est cool. J'ai pas appris dans les livres. J'ai appris par mon vécu, par mes douleurs. Et puis je pense que ça, c'est notre plus grande force. Ouais. Il reste quoi à faire? Les retouches? Non, ça... il y a... Bah non. Après. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? On signe. Et ben voilà, il faut signer. J'ai le sentiment d'avoir réussi à j'ai réussi à combler ma douleur. Puis de voir l'écho qu'on a par rapport à ces familles et ces enfants, il faut croire qu'on est dans le juste. Puis ouais, c'est une belle satisfaction personnelle. André Marty, on va parler de lui dans un instant, donc un homme très inspirant. Avant d'avoir vos réactions, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage, donc Émilie, Brigitte et Aude. Bonjour. On verra parce que vous le connaissez, André, vous le découvrez? Oui, je découvre. Vous avez ressenti? C'est formidable. Alors, en plus, il fait vivre les émotions, donc il y a de l'émotion. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, c'est intéressant quand il dit que cette douleur, elle se transforme et on peut en faire des choses positives et ça peut être une chance. Vivre avec. Vivre avec, voilà. On reprend votre formule de tout à l'heure. Et donc, il est rentré dans votre vie comment, André? 2 jours après le crash, il a sonné à la porte, il s'est présenté, il a dit qu'il était là pour nous aider. Et puis, première des choses, il nous a offert un véhicule 9 places pour qu'on puisse tous, en fait, se véhiculer. C'est vrai que vous vous êtes retrouvé avec 7 enfants, donc ça, c'était pas prévu. Et donc, il a eu la bonne idée tout de suite ou il vous a dit quels sont vos besoins? Je crois qu'en fait, Dédé, il fait partie de notre famille, c'est un gars en or, mais massif. Enfin, on l'aime vraiment beaucoup. Puis de voir le reportage, ça m'émeut quand même beaucoup. Il est là pour tout. Une écoute, un conseil, une épaule pour pleurer, d'ordre juridique, d'ordre, le véhicule, d'ordre pour la maison, pour tout. Mmh. Et il apporte du rêve aux enfants. Alors vous, c'est ça Colin, qui est merveilleux. Colin, vous l'associez à quel souvenir? Qu'il nous a beaucoup aidés quand on a besoin de parler ou besoin de quelque chose ou juste pour un petit truc. Il est toujours là, il dit jamais non, toujours oui. Et alors vous avez fait quoi concrètement avec lui? On a fait du karting, on allait au tobogganing dans la neige, on allait dans des piscines, au cinéma, au restaurant. On a fait pas mal de trucs ensemble. Mmh. Et vous disiez, Isabelle, ce qui est important, c'est que donc on sent que c'est quelqu'un de généreux et de subtil. Et donc finalement, il va s'intéresser à toute la famille. Oui, voilà. Il ne fait pas de différence entre nos enfants et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, il ne va pas juste inviter Colin, Lélia et Titouan, il va inviter toute la famille. Mmh. Il est là pour tout le monde. Et ça, je trouve que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est merveilleux. Alors, Brigitte, tu as eu l'occasion de parler à André? Oui. Alors, oui, André, vous savez pourquoi... En or massif, tu confirmes?
Ah oui. Et pourquoi il a créé cette association, justement? C'est parce que lui-même, vous le savez certainement tous les deux, il avait perdu ses parents quand il avait 17 ans. Il était le 7e d'une fratrie de 8. Il va à un camp de scout pendant les vacances avec un de ses frères. Et un jour, le chef de camp les réunit et leur annonce brutalement qu'ils ont perdu leurs parents. Leurs parents partaient pour la première fois en vacances de leur vie. Ils partaient pour la première fois en vacances, ils se tuent en voiture. Un tuteur est nommé, et ce tuteur, il s'intéresse, c'est ce que dit Dédé, puisqu'il s'appelle Dédé. Ce tuteur ne fait que compter les petites cuillères, s'occuper de choses comme ça. Et dans pratique. Voilà, et aucune affection, rien, voilà. Et donc, heureusement, une amie de leur maman s'occupe à ce moment-là des enfants, et c'est là qu'il reçoit enfin un peu d'affection, et qu'il peut s'épancher, etc. Et il se dit, voilà ce qu'il faut que je fasse plus tard, et c'est ce qu'il a fait. Il crée un lien avec les enfants, donc il réalise leurs rêves. C'est un moyen de créer une confiance entre les bénévoles et les enfants. Donc là, on voit un véhicule adapté, on verra comment ils financent tout ça. Oui. Un véhicule adapté pour cette famille, une maison rénovée par la solidarité pour une autre famille. Quel genre d'autres rêves? Alors, je vais vous parler d'Hélène. Alors, Hélène, son papa était atteint de leucémie et il guérit miraculeusement. Il achète une moto, ça devient sa passion, et il y intéresse sa fille qui elle-même se passionne pour la moto, et il se tue avec cette moto. Donc, la petite est désespérée, et elle a eu une idée. Elle est allée voir André, parce qu'André, sa spécialité, c'est il fait du... Je veux pas dire... quelque chose. Aérographe, bravo, merci. En tant que grand spécialiste, oui, je vois ça. J'ai jamais planté un clou de ma vie, mais ça me dit quelque chose. C'est ça. Et donc, elle décide de peindre avec André. Elle dessine ce casque qui lui fait penser à son papa, parce que ce sont les souvenirs de son papa. Voilà, c'est pour ça. Il y a aussi un petit Maël qui, lui, perd son père et son frère à 3 mois de distance. Et il devient un ado absolument turbulent et perdu, et infernal, bien sûr. Et donc, l'association le recueille et il développe une passion, c'est la musique. Il joue dans un groupe de rock. Et son rêve, c'est de rencontrer Mano, le groupe de rock Mano, ceux qui chantaient La tribu de Dana. Tu peux nous rappeler l'air? Non, parce que vous allez encore vous foutre de moi. Hors de question, je ne chante plus sur ce plateau. Donc on voit la rencontre. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, quick, ils se rencontrent. Alors, il est très heureux. Et il reste alors Mylène, qui, elle, elle a, depuis l'âge de 5 ans, elle est passionnée de voile. Elle transmet cette passion à son papa, et son papa meurt brutalement d'une crise cardiaque. Alors, il lui lègue un bateau. Malheureusement, le bateau n'est pas en bon état, et ils ne peuvent plus s'en servir. Eh bien, André et l'association Porte-Bonheur lui offrent un voilier. Voilà, elle est trop heureuse. On sent qu'il touche juste à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est répliqué comme ça de manière automatique, c'est que ça a l'air d'être du cas par cas, et à chaque fois avec beaucoup de sensibilité, et dans tous les aspects. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté festif ou émotionnel, il accompagne dans des situations administratives parfois. Oui, dans toutes sortes. Il est là partout, en fait. Ouais. Partout on en a besoin, il est là. Et puis surtout, avec les enfants, il est merveilleux. Quand tous les enfants lui sautent dessus sur scène pour lui faire un gros câlin, D'ailleurs, on voit une photo là. Vraiment, voilà. Si une fois vous avez l'occasion de venir à ce festival, venez-y, parce que je vous assure. Ça s'appelle comment? Le festival Porte-Bonheur. Cette année, c'est fin octobre, 27-28 octobre. Oui, et sérieusement, mais vous prenez les mouchoirs, parce que je vous promets qu'il prend le micro et c'est fini. Voilà. C'est à Yverdon, hein, c'est ça? C'est à Yverdon, voilà. C'est unique, oui, unique. C'est une... faut le vivre une fois. On se débrouillera pour tous vous loger, mais venez. Parce que c'est un festival et donc c'est un spectacle, c'est ça? Oui, alors c'est humoristique, c'est musical, c'est... Voilà. Il
Il y a plein d'artistes qui viennent. Voilà, par exemple Michel Boujna, Chantal Latsou, Éric Antoine. Ça dure 2 jours, c'est tous les ans, donc à Yverdon en Suisse. Et c'est grâce à ça, et aux dons aussi, hein, mais c'est grâce à ça qu'il arrive à financer tous les rêves des enfants. Oui. Et puis ça lui permet de faire connaître l'association et aussi d'avoir de nouveaux donateurs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 110 enfants sont pris en charge chaque année par l'association. Et il y a plus de 1000 enfants qui ont été aidés, accompagnés grâce à cette association depuis qu'elle existe. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais ça fait partie de ces êtres humains inspirants, on va dire ça comme ça. Et vous disiez tout à l'heure, finalement, voilà, dans la société, il y a quelque chose de tabou. On a l'impression que les orphelins n'existent pas, ça doit être trop douloureux pour tout le monde, où tout le monde est maladroit. Là, pour le coup, il y a quelqu'un qui... Il en fait même une fête, donc c'est incroyable, c'est génial. Et puis, il faut souligner aussi qu'il a une femme absolument extraordinaire qui accepte tout ça. Madame Dédé. Et voilà, Katia. Notre Katia. Et puis, des bénévoles autour qui sont mais juste merveilleux. Juste tous, ils sont tous merveilleux. Il n'y a pas... Voilà. Et sans cette tragédie, vous saviez qu'il y avait autant de gens formidables autour de vous? Eh ben non. Avant qu'on traverse ça, l'association Porte-Bonheur, on ne connaissait pas. Et pourtant, dans notre région, on a beaucoup d'orphelins, mais c'est vrai que tant qu'on ne traverse pas le problème, malheureusement, voilà, on ne connaît pas. Alors, des anges gardiens, où tu vas nous en parler, des gens comme ça qui décident d'être dans la transmission, d'aider les autres. Oui, 2 autres anges gardiens qui, eux, sont des rescapés du tsunami, qui s'appellent Rob et Paul Forcan. C'est 2 frères anglais, dont Émilie va nous montrer la photo. Alors, eux aussi sont orphelins. Ils ont perdu leurs parents au Sri Lanka lors du tsunami de 2004 qui a dévasté l'Asie du Sud-Est. À ce moment-là, ça faisait 3 ans qu'ils voyageaient avec leurs parents et leurs petits frères et sœurs. Rob avait 13 ans à l'époque et Paul avait 11 ans. Pendant 3 ans, les parents avaient décidé de faire un grand voyage humanitaire principalement, et avec leurs enfants, ils participaient à des actions bénévoles avec des associations locales. Donc ils n'étaient pas seulement en vacances, c'est-à-dire qu'ils étaient exact. à des... Alors, ils avaient énormément aidé d'associations en Inde, et au Sri Lanka, il se trouve qu'ils s'étaient octroyés des petites vacances. Ça, c'était avant la tragédie. Juste pendant, à Noël 2004, au moment du tsunami. Et les parents, juste avant que la vague les emporte, avaient réussi à mettre à l'abri les quatre frères et sœurs, et puis eux, malheureusement, ont été emportés et ont péri dans la catastrophe. À ce moment-là, Rob a 13 ans, et donc c'est lui qui prend tous ses petits frères et sœurs sous son aile. Ils n'ont pas un sou en poche, ils n'ont plus leur passeport, évidemment, et donc la petite sœur est blessée. Était assez lourdement blessée, et ils font 200 km en autostop, aidés par tous les locaux, pour réussir à rejoindre l'aéroport et pour repartir au Royaume-Uni. Et là, ils vont être élevés par qui, du coup? Alors là, ils trouvent refuge chez leur grande sœur, qui était partie, elle, la veille du drame. Elle avait repris un avion pour repartir travailler en Angleterre. Et donc, la sœur aînée prend ses quatre petits frères et sœurs sous son aile à son tour. Et à un moment, Rob, le grand frère, se souvient que les parents, eux, disaient toujours quand il se passe quelque chose de négatif, il faut en faire une force, il faut en faire du positif. C'est ce que les parents disaient avant leur disparition. Leurs parents disaient toujours ça, c'était leur philosophie de vie, en fait. Faire de tout ce qui est négatif une leçon de vie et une force. Alors, on imagine qu'ils l'ont appliqué. Exactement. Et du coup, ils ont fait quoi? Eh bien, ils décident d'aider, de venir en aide aux enfants sri-lankais et aux familles, aux populations sri-lankaises qui leur sont venues en aide au moment du tsunami. Et ils créent une fondation qui s'appelle Orphans for Orphans, donc qui veut dire des orphelins pour les orphelins. Ça, c'était en 2011. Ils sont tout jeunes à l'époque, 19 ans, Rob, et Paul a 17 ans. Elle fait quoi concrètement, la fondation? Ils viennent en aide aux enfants orphelins du Sri Lanka, mais aussi plus globalement aux enfants défavorisés. Et c'est de l'aide à la fois pour la scolarisation, donc ils participent à l'ouverture d'écoles, ils recrutent des enseignants, et puis une aide médicale également, ils fournissent du matériel médical, et leur plus grand projet, c'était l'ouverture de cet orphelinat pour le 10e anniversaire du tsunami. En 2014. Ils ont ouvert un orphelinat. Ils ont ouvert cet orphelinat qui accueille 400 enfants. Alors, des enfants orphelins
mais plus globalement des enfants aussi défavorisés. Et donc c'est un orphelinat, mais c'est surtout une maison d'accueil pour scolariser ces enfants. Et puis pour leur... voilà, c'est des activités scolaires, mais des activités sportives aussi, des activités artistiques, pour que ces enfants aient un lieu où ils puissent trouver de la convivialité. Les enfants et aussi des adultes d'ailleurs. Des adultes qui veulent être formés, par exemple, à des cours d'anglais ou qui veulent juste trouver un peu de chaleur humaine. Colin, vous comprenez leur démarche ? Oui. Mais c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. David, qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a une force de vie qui est assez naturelle et assez... explosive comme ça et rapide. C'est tout jeune en plus. C'est ça qui est. Non, puis il y a souvent des intentions, on a envie de faire des choses, mais les obstacles sont très nombreux. Et on voit que. C'est un gros projet. Hein. Voilà. Ouvrir un orphelinat si jeune. Avec autant d'enfants. C'est très très impressionnant. J'imagine que ça donne du sens à leur existence. Oui, parce que eux, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était à la fois remercier cette population sri-lankaise qui leur a apporté énormément à ce moment-là, notamment, par exemple, un jeune garçon qui avait perdu sa maman lors du tsunami, un jeune Sri-Lankais, et qui, pendant que Rob a essayé de parcourir tous les hôpitaux à la recherche de ses parents pendant les jours qui ont suivi le tsunami, a été d'une aide extrêmement précieuse. Et donc, voilà, c'était remercier ce jeune, par exemple, remercier tous les autres qui les ont pris en stop, qui leur ont redonné de la nourriture pour pouvoir repartir dans leur pays. Et puis eux, ce qu'ils ont réalisé à ce moment-là, c'est qu'ils avaient la chance de quitter ce pays dévasté. Ouais. Ils avaient la chance de retrouver une famille au Royaume-Uni, alors que tous ces autres enfants, ils restaient au Sri Lanka, dans un pays qui était vraiment face à l'horreur, en fait. Donc, ils vivent un drame, mais le fait de savoir qu'il y a des gens, des enfants, qui finalement vivent un drame qui paraît encore plus compliqué, ça leur permet ça a permis ça les a aidés à relativiser un petit peu. Puis ils ont aussi voulu, évidemment, grâce à cet orphelinat, rendre hommage à leurs parents, parce que leurs parents étaient des personnes altruistes, qui accordaient énormément d'importance au bénévolat, à aider les autres. Et donc, grâce à ce lieu, finalement, ils prolongent un petit peu l'engagement de leurs parents. Et c'était ça qui était important pour eux. Et donc, ils s'arrêtent à l'orphelinat ou ils ont des projets ? C'est pas le genre de personnes à s'arrêter ? Non, ils ne vont pas s'arrêter. Ils veulent ouvrir d'autres lieux du même genre, notamment au Népal, au Malawi et en Angleterre. Ils sont extrêmement soutenus. Ils ont d'ailleurs été reçus par le prince Harry. Voilà, pour eux, c'était très important de voir que finalement, il y a tout un pays qui est derrière eux et qui les soutient. Qui les encourage dans leur action. Et encore une fois, ça peut être contagieux, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on en parle tous les jours sur France 2. Un bel exemple de résilience. Merci, Aude. Émilie, tu vas nous parler, là aussi, on parle de la question des orphelins. On se disait tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui est fait, finalement. On a la sensation qu'il n'existe pas vraiment dans la société. Et là, c'est une initiative d'un pompier volontaire. Ah oui, et ça se passe en France, plus précisément en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Donc c'est Fabien, qui est agent hospitalier et qui est pompier volontaire depuis qu'il a 15 ans. Agent hospitalier, c'est un métier d'aide déjà, il est dans la... Tout à fait, il est déjà en tout cas dans la volonté d'aider. Et en 2014, alors qu'il est appelé sur une intervention, il a un grave accident. Et il est papa, il est tout jeune papa, et ses deux enfants ont à l'époque 6 ans et 9 ans. Et là, il voit sa vie défiler et il prend conscience qu'il a frôlé la mort, et qu'en frôlant la mort, évidemment, il aurait laissé ses 2 enfants orphelins de père. Et quand il est remis sur pied, il a un déclic, et il se dit moi, je vais passer à l'acte, et je vais aider des orphelins. Et il ne le fait pas tout seul, il embarque ses copains d'enfance, avec qui d'ailleurs il est devenu pompier volontaire, ses 3 copains, et il décide de fonder l'association Le Pompier et l'Enfant, qui a pour objectif de récolter des fonds pour les orphelins. Et alors ces fonds, ils servent à quoi ? Alors, ces fonds, ils servent à aider des associations pour les orphelins grâce à des manifestations sportives. Eux, ils sont tous les 4 hyper sportifs. Forcément, ils sont pompiers, ils ont l'habitude de faire de la muscu. Et c'est comment quand on est pompier qu'on fait du sport ? On fait des pompes, ça d'ailleurs. On fait des haltères. Non. Il y a une épreuve quand on est pompier. D'ailleurs, personne ne peut être pompier. Je sais parce que ma mère est pompier volontaire aussi. En fait, il faut monter la planche. Donc c'est un truc, faut avoir des bras, et donc il faut se hisser comme ça sur la planche. Donc c'est pour ça qu'ils sont très sportifs. Et donc là, je fais semblant de comprendre, mais la planche, quelle planche ? Et en fait, il y a une planche qui est tout en haut. Et en fait, donc tu attrapes la planche comme ça, et en fait, tu dois te hisser comme ça sur la planche, et tu dois hisser la moitié de ton corps. Ma mère fait ça. Ouais, ma mère fait ça, ouais. Waouh. Et si tu peux pas le faire,
eh ben, tu peux pas être pompier volontaire et tu peux pas partir au feu parce que ça veut dire que t'as pas le physique si jamais tu dois sauver des gens. Bref. Je pourrais pas être pompier volontaire. Cola, oui, mais vraiment. En tout cas, ces jeunes gens sont très sportifs. Et Fabien, lui, c'est un gros fan de vélo, donc il s'enfile des kilomètres, 200 kilomètres à peu près par semaine. Et il décide de faire un tour de Bretagne. Donc le tour est lancé le 26 juin prochain. Un tour de Bretagne en 7 jours. 7 jours, 7 étapes, 700 kilomètres pour récolter des fonds pour l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers, l'ODP. Ils veulent récupérer à peu près, ils veulent récolter 5 000 euros. Alors, pendant ces 7 étapes qui vont avoir lieu donc, dans toute la Bretagne, entre Paimpol, Brest, Quimper, Rennes, j'ai révisé la géographie de la Bretagne avant de J'allais venir. dire, tu es bretonne ou je rêve? Non, pas du tout. Donc, voilà. Et en fait, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que un orphelin en Bretagne a entendu parler de ce défi qui était lancé par l'association et il a contacté Fabien et lui a dit « Moi, les derniers 100 km, je les fais avec toi. » Et donc, il s'est entraîné et il va faire les derniers 100 km pour le symbole avec Fabien. Et moi, je trouve que c'est super émouvant, quoi. C'est génial. C'est génial. Donc, encouragement de Colin? On valide? Oui, on valide. Moi, c'est bien. Parce qu'au fond, la question, c'est quels sont les besoins quand on a vécu ce que vous avez vécu. Et donc, finalement, on l'a vu, il y avait une famille très forte qui est là. Il y a cette association, celle d'André, d'aider. Mais finalement, de quoi on a le plus besoin quand on a traversé ce genre de choses? Moi, je dirais de l'empathie déjà. Donc, déjà, c'est super parce qu'il n'est pas vraiment, c'est pas sa vie, quoi. Il n'a pas vécu ça, mais il tend la main et ça, c'est déjà pas mal. Ouais. D'une manière ou d'une autre, c'est super. Donc, le besoin de quoi? D'empathie, de compréhension? De compréhension, de te dire t'as vécu un truc difficile et je suis là. Alors c'est pas de la pitié non plus en disant mon pauvre petit gars, viens, t'es un pauvre petit orphelin, mais t'es quelqu'un, t'as une blessure et puis on va s'en occuper. Et puis là, c'est vraiment la coordination, la vraie conjonction entre le sport, la solidarité. Il y a un côté défi, donc c'est pas juste récolter des fonds comme ça, c'est-à-dire que vraiment ils se mobilisent. Ça fait des semaines qu'ils s'entraînent, 12 heures par semaine, 200 km par semaine. Enfin, il y a une vraie empathie et voilà, ils donnent du temps pour pouvoir récolter ces fonds et ça, c'est vraiment fantastique. Puis ce qu'on retrouve dans les deux associations, c'est quand même la joie. C'est vraiment revivre des choses du quotidien, que ce soit à l'atelier, que ce soit dans la course, le vélo, et que effectivement le temps de parole il est important, mais on peut pas rester que dans des groupes de parole parce que ça devient vite tout de suite beaucoup plus lourd. Que là on voit que c'est l'énergie de vie qui rassemble, c'est pas l'énergie de mort entre Il n'oublie guillemets. jamais de parler des étoiles, Dédé. Il a toujours une pensée pour les étoiles en disant voilà, pour les étoiles là-haut, voilà, et puis on avance. Donc avec ce vocabulaire, il fait référence effectivement à la raison pour laquelle on est tous là, mais c'est le présent et c'est la vie qui compte. Ah bah oui, clairement. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci. Sincèrement les camarades. Merci à vous pour l'authenticité de vos témoignages. Comment vous sentez, Colin? Moi, je me sens bien. Pourquoi? J'ai bien aimé. C'était assez intéressant déjà de savoir qu'il y a des autres associations dans tous les pays, que même des gens qui habitent en Angleterre, ils font des associations dans les autres pays. Je trouve ça très intéressant. Ça rend optimiste. Ouais. Et le fait d'évoquer votre histoire, qui est jeune et qui est douloureuse, là, le fait d'en avoir parlé, vous vous sentez comment? Ça fait déjà du bien parce que il y a des autres personnes aussi qui ont les mêmes histoires que nous, mais un peu différentes. Mais on n'est pas que les seuls à avoir perdu que nos 2 parents, parce que la plupart du temps, c'est qu'un parent sur 2. Et moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir entendu un autre témoignage. J'avais jamais entendu les 2 parents. C'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un qui finalement a vécu la même chose que vous. Ouais, à peu près la même chose. Et ça fait quoi du coup? Quelque chose de réconfortant? Ouais, ça réconfort. Et en plus, on se sent un peu moins seul de savoir qu'on est plusieurs personnes à avoir perdu les 2 parents en même temps. David, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces mots? On se sent un peu moins seul. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Colin. Quand tu parles de toi, Isabelle aussi, vous parlez de votre vie là, je me sens proche de vous et je trouve surtout que vous en sortez très bien ensemble et qu'il a déjà des bonnes bases là pour aller plus loin, Colin. Et donc je trouve ça chouette, ça fait du bien de le voir. Merci.
Merci beaucoup. Et ça, c'est les mots que j'ai envie qu'on retienne. On a parlé de quelque chose de très douloureux, mais ça fait du bien. Donc, merci. Je voulais vous l'entendre dire dans votre bouche à vous. Merci sincèrement. Merci les camarades. Merci beaucoup, Florence. Merci Et puis, merci à vous pour votre attention. On se retrouve très, très vite sur France 2. Pour vous informer chaque jour, les invités que nous recevrons demain ont pris tous les risques, parfois au péril de leur vie. Et souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, vous avez de la chance, vous vivez de votre passion ». Je dis « Mais vous n'avez pas compris, c'est pas une passion, c'est l'engagement d'une vie ». Christophe est grand reporter. Dans les années 2000, caméra à l'épaule, il couvre de nombreux conflits et doit souvent prendre la fuite pour éviter le pire. En Haïti, il y a une vague de bonhommes avec des machettes qui arrivent et on se retrouve dans une souricière. Là, la violence, elle est arrivée d'une manière instantanée, subite, et ça a été super violent. Christophe enchaîne l'émission avec succès, et notamment avec le journaliste Gilles Jacquier. Mais un drame va l'amener à réfléchir sur son métier. On arrive à Homs, en Syrie, et là, il y a un premier obus qui tombe entre Gilles et moi, en fait. Lui, il va recevoir 4 impacts dans le corps, ça va le tuer sur le coup. Je perds un ami, et j'avais pas imaginé qu'on puisse le perdre comme ça. Éric travaille pour une prestigieuse agence de photographes. En 2014, il est en Ukraine pour suivre la révolution. Il se trouve parmi les manifestants quand les premiers coups de feu retentissent. Je tombe dans un piège. Ce jour-là, il y a 70 morts. Et tous les gens qui viennent à côté de nous sont soit tués, soit blessés. Donc on commence vraiment à bien flipper.